Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Salut tout le monde! Bon matin! J'espère que vous allez bien. J puis moi, on est poqués ce matin, on dirait. Ouais, mais on n'a pas veillé hier, là, je sais pas. On est fatigué ce matin. On fait ça tôt. On a travaillé tard pour finir nos Ouais. histoires qu'on s'apprête à vous raconter, puis... C'est le début d'une journée de gros enregistrements. Un double enregistrement, 2 très gros épisodes, je pense. Fait que Oui. on est parti pour... on est déjà fatigué, ça commence bien, mais On bon. est parti pour la journée. Avec moi qui Exact. est pas capable de résumer puis qui fait des épisodes de 3 heures. On est parti pour la journée. Mais j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que là, au moment où vous nous écoutez, vous avez eu notre petit épisode de blague de la semaine dernière. Oui, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça a bien passé. Ouais, en le publiant, j'avais comme des doutes. Je nous trouvais un peu malaisante, mais bon, faut assumer, gars. J'espère que c'était pas trop Eh pire, oui. puis que si vous cringiez, vous aviez juste à faire pause. Exact. Mais là, c'est un épisode sérieux aujourd'hui. On est de retour à nos habitudes. Il n'y a plus de prank. Puis on peut commencer par le shout-out du jour. Oui. J'en ai 2 à vous dire aujourd'hui. Le premier vient de Sarah et elle dit « Je voudrais dire à ma meilleure amie Ruth ou Ruth qu'elle est aussi essentielle pour moi qu'un congélateur pour la crème glacée. Ben bon. Je m'attendais pas à ça. C'est elle qui m'a dit de vous écouter et je suis pas déçue. Ah! C'est coucou à vous cute. deux! Salut Elle a Ruth! fait Salut Sarah! une petite histoire. Une petite métaphore, une petite comparaison. Oui, c'est Cute. mignon. Salut à vous deux. Merci de nous écouter. Vous êtes bien smart. Oui. Et le deuxième est de Ariane. Elle dit « Bon matin les filles! » Oh, bon matin, effectivement, nous sommes matins. Je vous écoute depuis environ 2 semaines et je suis déjà presque à jour dans vos sorties audio. Je vous écoute à tous les jours et quand je suis en tracteur et même en nourrissant mes vaches. Oh mon Dieu! Wow, je suis depuis accro à vos histoires. Wow! OK, c'est genre mes 2 shout-outs préférés, là. Oui. Ariane poursuit en disant « C'est ma belle-sœur Valérie qui m'a donné le goût au true crime. Par contre, elle vous écoute en préparant des piluliers à son travail. Merci aussi pour toutes ces belles saveurs de crème glacée à essayer. On pourrait lui faire un petit shout-out éventuellement, vous pensez? Eh bien oui, Eh bien, oui! il est en ce moment. Coucou Valérie, coucou Ariane. Oui, salut vous deux! C'est cool, on a genre une L'amour est dans le pré qui écoute notre podcast, puis une petite pharmacienne, assistante pharmacie, je sais pas trop comment on appelle ça. Pilulière, peu importe, mais Pilulière. trop cool. J'aime ça savoir un peu c'est quoi les métiers de nos auditeurs ou les mamans qui nous écoutent. Ouais, vraiment. Trouve ça nice. Ben merci. Comme on se l'est dit avant qu'on commence à enregistrer, nos épisodes sont très longs. Mon épisode d'aujourd'hui est très long, puis la semaine prochaine, pour Patreon, vous allez voir que lui aussi. Mais bref, fait que je commencerai rapido presto. Ben on n'a pas de temps à perdre, let's go. Ah oui, c'est vrai, faut que je vous dise comment je me sens, ma saveur du jour, ma saveur du mois, ma saveur de la semaine. Je dirais que ma saveur de la semaine, pour que vous essayiez de comprendre je suis dans quel mood cette semaine, ce serait un sorbet à la mélasse. C'est bon ça? On dirait que Non. c'est pas bon. C'est pas bon. C'est tout étrange. Je me sens tout bizarre. Ça l'existe-tu? Je pense pas. Tu sais, un sorbet, c'est aux fruits. La mélasse, c'est quoi de la mélasse, Colis? Non. C'est brun, en ça- tout cas. Je sais pas, mais c'est ce qui m'a inspiré sur le moment. Je me Ok, sens un fait peu que- funky. Chris, ça va pas bien, là. J'étais un peu fatiguée, fait que c'est comme si, tu sais, je trouve que ça fitait bien, un sorbet à la mélasse. Parce que je suis pas là cette semaine. T'as le cerveau en mélasse. J'ai le cerveau en mélasse. Fait que c'est ça, ma saveur du jour. OK.
Damn! Bref, OK, j'arrête de rire parce que, encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est tough, c'est rough le cas que je vous raconte aujourd'hui. Comme à chaque semaine, on vous raconte des trucs pas drôles. Donc, juste avant de commencer, là, avant que je me lance, je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de personnages dans mon cas d'aujourd'hui. Comme un peu j'avais fait avec Fred West et Rose West, excuse-moi. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu difficile à suivre par moment quand je name drop des noms, mais sinon, je pense que ça va aller. Puis, je veux faire aussi un trauma-avertissement direct en partant parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un mass shooting, donc une fusillade de masse. Donc, à certains moments durant l'épisode, ben, ça va être très graphique. J'aime mieux vous le dire en partant. Aujourd'hui, je vous parle du massacre au McDonald's de San Isidro. Première des choses, je sais pas si je prononce San Isidro comme il faut, parce que ça s'écrit San Y-S-I-D-R-O. Fait que vous me direz si jamais je suis complètement dans le champ, mais dans ma tête, ce serait Isidro. Le 18 juillet 1984, à San Isidro, en Californie, un homme quitte son domicile, armé jusqu'aux dents, et se rend au McDonald's situé à 2-3 coins de rue de chez lui. Dès son arrivée à l'intérieur du restaurant, il ouvre le feu. Il va tirer sur tout ce qui bouge pendant les 77 minutes qui vont suivre, faisant 21 morts, 19 blessés et un nombre incalculable de gens traumatisés à tout jamais. Ce massacre est aujourd'hui placé au 7e rang des tueries de masse les plus meurtrières des États-Unis depuis le 20e siècle, depuis le début du 20e siècle. Et en 1984, quand ça s'est passé, eh bien, c'était la tuerie qui était au premier rang. Donc, il n'y avait jamais eu quelque chose d'aussi gros avant. Pour vous donner un petit comparatif, en date d'aujourd'hui, là, de cette année, la fusillade de Columbine, qui est assez connue, c'était comme le seul exemple que je trouvais qui était assez connu pour tout le monde. Eh bien, ça s'est passé en 1999 et il se situe aujourd'hui au 15e rang des fusillades les plus meurtrières. OK. Sauf que là, pourquoi la fusillade a duré 77 minutes? Pourquoi il a pu accomplir son carnage pendant autant longtemps? C'est ça qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je vous parle du cas. Ouais. Avant de me lancer dans la chronologie des événements puis de tout ce qui s'est passé cette journée-là, je vais vous faire un petit micro-cours de géographie pour vous permettre de vous situer un peu sur la map. J'aime tout le temps ça, un peu faire ça, parce que moi, c'est la première affaire que je fais quand je fais mes recherches. J'essaie de comprendre la place est où exactement. Donc, San Isidro, c'est un petit quartier complètement au sud de la Californie, aux États-Unis. Puis, depuis 1957, San Isidro fait maintenant partie de la ville de San Diego. Donc, c'est un quartier qui fait partie de la ville parce qu'il a été annexé en 1957. Ce qui fait la particularité de ce petit quartier-là, ben, c'est que c'est l'hôte du principal poste frontalier entre les États-Unis et le Mexique. L'annexion du territoire, elle a eu des conséquences positives sur plusieurs aspects, mais comme dans toute situation, il y a des pour et il y a des contre. Une bonne partie des résidents du quartier, un quartier qui, soit dit en passant, a 28 000 habitants, ben, ils se disent négligés et mal compris du reste de la ville. On s'entend, pour San Diego, la raison principale de l'annexion, ben, c'était de prendre possession des borders avec la ville de Tijuana, qui est au Mexique. Mais sinon, à part de cette raison-là, ben, tu sais, les autorités, y en avaient un peu rien à faire du quartier de San Isidro. D'ailleurs, si tu pars du centre-ville de San Diego puis tu veux te rendre aux Borders, t'as pas le choix de sortir de la ville, passer par National City puis Chula Vista, qui est comme 2 autres villes, pour ensuite revenir à San Isidro, qui techniquement était la même ville. Donc, tu vois, je vous dis ça pour que vous compreniez un peu l'écart qu'il y a entre les deux. Mm-hmm. C'est comme, t'as San Diego, puis vraiment plus bas, t'as le petit quartier qui leur appartiennent. C'est bizarre. J'ai même lu dans un site de Voice of San Diego, qui est comme un site internet de la ville, de la municipalité, de toute la patente. Puis ça disait qu'il y a beaucoup de résidents d'ailleurs qui vivent là-bas, qui savent même pas qu'ils font partie de la ville de San Diego, tellement c'est 2 mondes complètement. Les gens là-bas, à San Isidro, ils parlent presque tous espagnol, parce que c'est super proche des borders avec le Mexique. C'est un coin aussi assez dangereux, un quartier quand même assez délaissé, en fait, surtout à cette époque-là. Là, aujourd'hui, je t'avouerais que ça l'a peut-être changé, là, ça l'a peut-être évolué. Al Vitella,
le deuxième policier qui va répondre à l'appel au jour du massacre, il va même dire, en fait, je vais vous le dire en anglais puis je vais vous le traduire après. « This day, we were supposed to serve and protect, and we did not serve and protect. » Ce qui signifie que cette fameuse journée-là, les policiers du quartier devaient venir en aide à sa population, à son quartier, et les protéger, et ils n'ont rien fait de tout cela. Quand même, le policier l'admet, là. Donc, j'espère que ça vous aide un peu mieux à vous situer sur la map, là, et comprendre un peu l'origine des frustrations de la population de San Isidro. Maintenant, laisse-moi un peu te parler de l'homme derrière ce massacre. Puis là, je veux juste faire une parenthèse, parce que la majorité des gens qui ont couvert ce cas dans le passé, que ce soit un documentaire, un petit film, un short film, un podcast et tout ça, eh bien, ils ont décidé de ne pas mentionner l'identité et le passé de l'homme. Genre quasiment toutes. Pour se concentrer uniquement sur les victimes, en fait. Puis je comprends, genre vraiment, vraiment, vraiment. Ils font ça pour être respectueux. Puis j'aurais vraiment pu faire la même chose, mais je pense que vous savez tous que Ju et moi, on veut vraiment toujours le bien des victimes dans nos histoires, qu'on est vraiment très empathique envers elles. Fait que, je pense pas que si je vous parle du tueur en long et en large aujourd'hui, je vais manquer de respect à qui que ce soit. Je trouve que, justement, depuis le début de notre podcast, on essaie de montrer les deux côtés de la médaille, tous les angles de notre histoire. Puis c'est jamais notre intention vraiment de mettre le meurtrier comme sous les projecteurs, là, c'est vraiment pas ça. Mais en vous disant vraiment comme plus sur son background, ben ça vous aide aussi à comme comprendre. Avoir des premiers drapeaux rouges ou, tu sais, reconnaître des comportements bien avant qu'ils passent à l'axe, là. Moi, je trouve ça quand même important de comprendre comment un tueur s'est rendu là, même s'il n'y a jamais de bonne raison. Ça reste pertinent comme information, je trouve, là. Non, je suis très d'accord, mais je comprends aussi leur point de vue, là. Mettons, je vais dans côté 1 plus tard dans l'épisode, mais il y a quelqu'un, justement, qui a fait un documentaire, puis lui, sa raison, puis je la trouvais quand même vraiment légitime, c'est que il pense que si on arrête de dire les noms des tueurs de masse, ben ces gens-là vont peut-être pas les faire, parce que souvent les tueurs de masse, quand ils font ça, c'est pour se faire connaître, pour prouver quelque chose, pour faire de quoi de big. Donc lui, il a l'intention de comme jamais les nommer, jamais parler d'eux, vraiment mettre l'accent sur les victimes, comme ça, pourquoi quelqu'un le ferait, tu sais, il y aurait pas le fame qui vient avec. C'est vrai, puis c'est arrivé dans plusieurs cas qu'un tueur de masse, mettons, s'était inspiré d'un autre, ou me semble c'est Bissonnette ou un autre tireur de masse avait gravé le nom de Bissonnette sur ses balles de fusil. Oui, je m'en rappelle. De cet angle-là, je comprends aussi. C'est vrai. Mais tu sais, je pense que Crime Glacé, on est quand même une petite communauté. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas moi qui va faire changer la donne là-dessus. Mais bref, je trouvais ça important quand même de vous en parler. Donc, fin de la parenthèse, je vous présente James Oliver Uberty. James Uberty est né le 11 octobre 1942 à Canton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. La journée du massacre, si on fait le calcul, il avait donc 41 ans. Pendant son enfance, James a connu 2 événements assez traumatiques. Première des choses, à 3 ans, il aurait contracté la maladie de polio, qu'on appelle aussi la paralysie spinale infantile. Là, je tiens à le préciser, je ne suis pas du tout experte dans le domaine de la santé, mais en faisant mes recherches, j'ai cru comprendre que dans certains cas, cette maladie-là est asymptomatique, mais dans des cas plus graves, ben ça peut entraîner comme une paralysie, souvent des membres inférieurs du corps, puis ça peut même aller jusqu'à s'attaquer à ton système respiratoire et donc être mortel. Donc c'est quand même une grosse maladie. Dans le cas de James, il l'a pogné à 3 ans, puis la maladie, elle a pas trop brimé sa vie, heureusement, mais elle a quand même laissé une légère paralysie dans le bas de son corps, ce qui va lui donner toujours comme une difficulté à marcher. Il va genre boiter pour le restant de ses jours. Là, pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est probablement parce qu'à cause de cet événement-là, il y a eu des gros complexes, peut-être de l'intimidation, tu sais, un enfant qui boite puis qui a l'air de pas bien aller. Bon, en tout cas, ça serait son premier trauma. Son deuxième, eh bien, à l'âge de 7 ans, ça, je trouve que c'est pire, là, selon moi, James, il va devoir faire le deuil de sa mère, mais non pas parce qu'elle est décédée,
mais parce que sa mère aurait décidé d'abandonner toute sa famille au complet pour devenir missionnaire religieuse. Donc, elle faisait comme les rues, puis elle essayait d'amener les gens, oui, d'évangéliser les gens. Donc, ça, je trouve que c'est pire. Pour un enfant, là, c'est comme... C'est spécial. C'est un deuil, mais ta mère est encore en vie. C'est juste qu'elle vous abandonne, puis elle veut plus jamais entendre parler de vous. Fait que c'est quand même rough. Donc, justement, ce gros abandon-là et sa différence physique vont l'amener assez rapidement à s'isoler puis à devenir un petit enfant colérique. En 1962, James Huberty va commencer ses études en sociologie dans un collège jésuite. Sociologie, c'est quand même l'étude de la société, un gars qui fait des mass shootings. En tout cas, bref. Il va ensuite obtenir son diplôme et il va poursuivre ses études à l'Institut des sciences mortuaires de Pittsburgh. Il va obtenir là-bas son diplôme de directeur funèbre, donc directeur comme d'un salon funéraire, et d'embaumeur. Ouais. Oh my God! J'entends pas souvent des gens faire ce métier, là, fait que, bref. Il y avait un gars à mon secondaire qui disait qu'il voulait étudier là-dedans parce que la société était vieillissante puis qu'il allait devenir riche. Oh. J'étais comme, OK. Bref. D'accord. Bref, tout ça pour dire que c'est d'ailleurs dans cette école-là, l'Institut des sciences mortuaires, que James Huberty va rencontrer sa future femme, Etna. Et il va l'épouser en 1965. Drôle de lieu de rencontre. Ensemble, ils vont avoir 2 filles, Zelia et Cassandra. James va d'abord commencer par travailler dans son domaine, donc dans un salon funéraire, pendant 2 ans en Ohio. C'est lui qui va mettre les corps dans les cercueils, puis ensuite amener les cercueils dans les cimetières. C'est ça son premier emploi. Mais bref, après 2 ans, il va abandonner tout ça quand même sec pour devenir soudeur. Là, j'ai vu dans certaines sources que James, il était vraiment passionné par son premier emploi, là, genre les salons mortuaires et tout, sauf qu'il y avait vraiment de la difficulté avec les interactions sociales qui venaient avec le fait de travailler dans un salon funéraire. Donc, dans cette même source-là, on apprend comme qu'en fait, il se serait fait remercier de ses services. Donc, je pense qu'il s'est fait renvoyer à cause de ses comportements. Mais c'est pas clair, c'est pas écrit dans toutes les sources, mais je tiens à le dire. Un de ses collègues, justement, embaumeur, il va dire plus tard que James Huberty s'y connaissait vraiment beaucoup trop en balistique, donc la science des projectiles, genre du mouvement, des armes, des guns, tout ça. C'était un collectionneur d'armes, il était passionné par les armes et les effets que les différents calibres pouvaient avoir sur le corps humain. Ça, c'est son collègue qui va ramener ça plus tard. Donc oui, un autre de ces fameux personnages collectionneurs d'armes. Oui. Le fait qu'il soit un grand collectionneur d'armes, additionné avec ses comportements de plus en plus colériques et violents, eh bien, ça présage rien de bon. On va savoir plus tard, par plusieurs témoignages, que James il aurait commencé rapidement à être violent avec sa femme et avec ses enfants, et qu'en plus de ça, il les encourageait également à marcher dans ses pas. Donc, il y a plein de petites anecdotes qui montrent que James, il forçait un peu ses filles, sa femme, à s'en aller un peu vers la violence. Je t'explique, là, j'ai un exemple dans une source, en fait dans plusieurs sources, on parle d'un événement en particulier, une fête d'anniversaire, où James encourageait sa fille à répondre à l'une de ses petites amies par la violence. Genre, attaque-la, ou je sais pas trop, elle aurait pas dû dire ça. Le feu par le feu. Et aussi, dans cette même fête, il y aurait eu une altercation entre Edna, sa femme, et la mère de la petite fille en question. Puis Etna, elle aurait sorti une arme à feu pour menacer la mère. Ça l'a dégénéré complètement, là. Genre, pourquoi, après cet événement-là, mettons, on a laissé ce couple-là se procurer d'autres armes, genre plus d'armes? Est-ce que ça s'est fait illégalement? Je sais pas. Mais pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas eu le plus gros red flag de l'univers, là? Ouais, mais aux États-Unis, tu peux acheter un gun comme t'achètes des Q-tips, là. Genre, les Kinder Surprise sont illégales, mais tu peux acheter un gun. Ouais. Bref, donc je sais pas pour vous, mais moi, je vois déjà des grosses ressemblances avec mon cas sur Richard Uffelman, là, mon épisode Patreon. Je dis ça de même. Ouais. Puis, justement, James Huberty était aussi un grand conspirationniste, survivaliste, et ça devenait de pire en pire avec le temps.
Comme Richard Uffelman. Oui, ça me fait penser à ton crime de voisin et, Alexandre Bissonnette, il collectionnait les guns, puis il était un peu paranoïaque qu'on allait se faire envahir, puis tout, là. Exact. Donc, James Huberty, il imaginait des guerres qui se préparaient, que les présidents ainsi que tout le gouvernement des États-Unis étaient contre lui. Il était également convaincu d'un effondrement économique ainsi que d'une guerre nucléaire imminente. Puis, à cause de ça, là, pour se préparer, sa maison était pleine de denrées non périssables en vue d'une potentielle apocalypse à venir, mais aussi il y avait un nombre beaucoup trop grand d'armes de toutes sortes, comme Richard Uffelman. On va apprendre plus tard d'un ami de la famille que quand il était dans la maison de Huberty, la maison était tellement remplie d'armes à feu que peu importe où t'étais dans la maison, dans quelle pièce t'étais, assis ou debout, si tu tendais le bras, t'avais la possibilité d'avoir une arme. Il y en avait cachées partout. Puis le pire, c'est que ces fameuses armes en question, ils étaient chargés en tout temps, avec le cran de sécurité désactivé. Donc, prêts à tirer à tout moment. Ah! Il y a deux petites filles, c'est légal, là? Non, c'est clairement pas, là. Ben non, je pense pas. Tabarouette! On va aussi parler de chicanes de voisins, justement, entre James Huberty et son neighborhood dans toutes les maisons qu'il a été. James, il était vraiment le genre de gars à mettre des panneaux, justement, dans sa maison, genre « Private Property »,« Beware of the Dogs », plein d'affaires de même. Puis il y avait justement plusieurs chiens de garde dans sa cour. Mais tu sais, ces chiens de garde, là, c'était comme des petits soldats de l'armée pour lui. Genre, il était pas... Je pense pas qu'il était attaché à ses chiens. En fait, à plusieurs reprises, il aurait poursuivi les chiens du voisinage avec son gun quand les chiens y jappaient trop puis qu'ils gossaient. Puis une fois, il aurait même shooté son propre chien, genre un de ses propres chiens dans sa cour parce qu'il était comme, il faisait plus la job, genre. Ben voyons. Il y a des red flags partout durant tout son début de vie. Puis il est rien arrivé. Même sortir un gun dans une fête d'enfants, là, je pense pas que tu peux faire ça, là. T'sais. Il y a des red flags partout, puis personne fait rien. On voit ça aller, on est capable de reparler des événements après, mais sur le coup, comme on dirait que personne n'a rien fait, même si on aurait pu voir des choses venir, bref. James, il va perdre son emploi vraiment plusieurs fois. Il arrête d'ailleurs de faire son métier de soudeur à cause d'un accident de moto qui va le laisser avec un spasme dans tout son bras droit. Donc, il perd cette job-là aussi. Il a également déménagé à maintes et maintes reprises. La première fois, de sa première maison familiale, il y a eu un incendie. Il a dû quitter. Ensuite, ils ont acheté un complexe d'appartements, mais finalement, ils ont été comme... Ils ont fait de la fraude, quelque chose comme ça, puis ils ont juste fui l'État. Fait que là, ils ont fui l'État pour vrai. Ensuite, ils ont déménagé à la petite ville au Mexique, aux Borders, et ensuite à San Isidro. Donc, ils ont déménagé vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, manque d'argent, manque de ci, manque d'emploi, ça commence à se faire aller. Il va donc s'engouffrer de plus en plus dans ses pensées de théoricien du complot, dans sa colère envers l'humanité, dans sa haine de l'être humain tout court, dans sa violence, autant envers les individus en général, envers sa propre famille ou envers lui-même. Il va d'ailleurs tenter de s'enlever la vie à quelques reprises. Bref, vous comprenez où je m'en vais. Ça s'enligne pas bon. Ouais, ça va pas bien du tout, là. Il a besoin d'aide. Je pense aux enfants, puis en tout cas sa femme aussi, là. C'est triste, là. Vraiment beaucoup. On se demande souvent pourquoi certaines personnes y commettent de si gros actes de violence, comme des fusillades de masse, genre pourquoi? Qu'est-ce qui se passait entre tes deux oreilles? Avant le massacre de San Isidro en 84, il y avait seulement eu un autre mass shooting comparable à celui-là aux États-Unis. Là, il y en a eu d'autres, clairement, là, mais il y en a eu un qui était comparable, c'est la fusillade de l'Université du Texas en 1966. Là, aujourd'hui, là, by the way, les États-Unis, c'est la nation qui compte le plus de fusillades de masse au monde, puis on parle de 361 fusillades depuis 2006. Ça veut dire 24 fusillades par année aux États-Unis. Puis là, je suis en train de te dire qu'avant 84, avant la fusillade que je vous parle aujourd'hui, il y en avait eu une autre comparable, en 66. Fait qu'il y a quelque chose qui cloche, ça va juste de pire en pire. Pour revenir à la fameuse fusillade de l'Université du Texas en 66, Charles Whitman, le tireur, il avait choisi d'ouvrir le feu dans une université. Parce que lui, ses tourments, c'était en lien avec les études supérieures. Probablement des refus et tout. On va peut-être couvrir le cas un jour, je ne sais guère. Eh bien,
À cause de cette petite comparaison, il y a certaines personnes qui veulent croire, en fait, que James Huberty, lui, il aurait choisi un McDonald's parce que le McDo, ben, c'est le symbole de la petite famille joyeuse, parfaite, du bon père de famille, du papa qui va acheter des Happy Meals, des joyeux festins à ses enfants. Lui, ayant connu, genre, tout le contraire comme modèle familial complètement brisé, ben, on pense que c'est ce symbole-là, donc le McDonald's, mettons, qui a décidé d'haïr toute sa vie. Puis c'est peut-être pour ça qu'il aurait choisi cet endroit. Ben oui, c'est logique. Puis c'est aussi l'icône de la business américaine, du capitalisme des États-Unis. Puis aussi, il y a toujours des gens dans un McDo, là. T'es sûr d'avoir des victimes, là. Et c'est rarement vide. En effet. Les semaines/jours avant le drame, James aurait encore une fois perdu son emploi. Lui et sa petite famille y avaient emménagé à San Isidro, dans un bloc appartement, seulement quelques semaines avant le massacre. James y avait d'abord postulé dans une entreprise de sécurité, genre d'agent de sécurité à Chula Vista, pour se faire refuser. On va apprendre plus tard par Marianne Sides, la secrétaire de cette entreprise, que non seulement il s'est fait refuser, mais sur son dossier d'embauche, il était inscrit en grosses lettres, genre en diagonale, un gros non, genre une étampe non. Puis la raison du pourquoi, là, genre c'était écrit à côté, c'était marqué « Énorme problème de comportement ». T'es à une entrevue. À quel point t'as réussi à te faire écrire ça sur ton truc d'embauche, là? Qu'est-ce que tu te dis? Oui, en l'entrevue, c'est le moment justement que tu fakes que t'es parfait, mettons, que tu caches tous tes défauts, tu sais, en tout cas. Vraiment. Mais bref, Huberty va s'être trouvé une autre job comme agent de sécurité à une autre entreprise, à San Isidro cette fois-ci. Il va être pris, sauf qu'il va se faire renvoyer après 2 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait? Bonne question. Sauf qu'à ce moment-là, là, après cette perte d'emploi-là là, à San Isidro, James, il en a réellement son casse. Genre, il n'est plus capable des échecs de lui-même, de sa famille, de tout. On va apprendre de sa femme Etna qu'un soir, elle serait rentrée à la maison puis qu'elle aurait trouvé James assis sur le divan avec un pistolet sur sa tempe. Il aurait voulu s'enlever la vie. Elle aurait tout de suite été le voir, elle l'aurait empêché de le faire, puis elle l'aurait convaincu, à force de lui parler, d'appeler un hôpital, une clinique, pour essayer de se trouver un genre de psychologue ou un psychiatre, quelqu'un qui allait pouvoir l'aider. Le mardi 17 juillet 1984, on se rapproche, c'est la veille. James y aurait dit à sa femme que pendant la journée, il aurait essayé de prendre un rendez-vous avec un professionnel en santé mentale quelconque, mais que la réceptionniste, elle aurait pris ces informations puis elle aurait dit genre « je vais te rappeler sous peu, comme d'ici quelques heures », puis qu'elle ne l'aurait jamais fait. Il aurait supposément attendu toute la journée assis de recevoir ce fameux téléphone. Là, moi, je me dis, genre, si t'as des pensées quelconques, des pensées meurtrières, que ce soit pour toi, ta famille ou les autres, tu sais, assis-toi pas à côté du téléphone pour attendre. Mais aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit au téléphone, là, mais d'accord, je vais vous rappeler, si quelqu'un dit « j'ai envie de tuer du monde », là, drôle de manière de gérer la situation, là. Me semble t'appelles la police, là. En tout cas. Non, mais vraiment, effectivement. Puis on va justement apprendre que Edna, qui avait plus ou moins confiance en ce que son mari lui disait à ce moment-là, elle va, dans son dos, appeler tous les hôpitaux dans le coin, les cliniques, pour essayer de trouver celle en particulier que son mari avait appelée, tu sais. Puis elle va parler à tout le monde, puis elle va être comme « Est-ce que telle personne vous a donné son nom? » Blabla. Et aucune clinique n'avait reçu d'appel d'un certain James Huberty. Donc, c'était probablement un mensonge. Sauf qu'Edna, à ce moment-là, ben, tu sais, elle habite avec ce gars-là, là, fait qu'elle a envie des choses au quotidien. Peut-être que même elle a un petit peu de trouble quelconque, je ne sais pas. Bref, elle aurait dit qu'elle a trouvé ça louche, mais que son mari était tellement ingérable et imprévisible que ça se peut qu'il ait juste menti, genre j'ai appelé puis qu'il va pas appeler puis que je vais y redire la même affaire dans une semaine, whatever. Tu sais, elle s'est pas fait trop d'histoires avec ça. Le matin du mercredi 18 juillet 1984, le jour du massacre, James Huberty et sa famille devaient se rendre au palais de justice de Claremont, un petit quartier de San Diego, pour contester un ticket mineur que ça ne tentait pas de payer. Ce matin-là, il était étrangement calme. À 8 heures, l'heure de son rendez-vous. 8h30, James Huberty, accompagné de sa femme et de leurs 2 filles, arrive au palais de justice.
Petit 30 minutes de retard. Mais bon. Le juge qui l'a reçu en cours pour sa contestation de ticket, il va dire par après que James Huberty, ce matin-là, il était quand même très calme, il était plaisant, articulé, il montrait aucune trace de frustration. Il a dit également que James, il expliquait dans le fond qu'il était comme nouveau dans l'État de la Californie, il vient de loin, tu sais, il vient de l'Ohio, à l'autre bout du pays, qu'il connaît pas encore toutes les réglementations de la ville où ce qui se situe. Donc, bref, le juge, tu sais, il va trouver qu'il y a une bonne conduite en cours, ça fait bien du sens ce qu'il a dit, puis tu sais, un ticket mineur, là, qui coûte rien, là, genre 75$. Fait qu'il a dit, parfait, monsieur, vous pouvez partir, bonne journée, puis il a oublié le ticket. Puis ça arrive souvent, là, tu sais, des fois, tu veux pas t'acharner avec une affaire de même. Le juge, il va donc ajouter que, il était bien smart, il avait l'air d'un bon petit monsieur, il était avec sa femme, ses filles, ils sont partis. Puis il va me dire même que, à cause de que c'était pas grave, justement, il a dû attendre 3 heures dans le palais de justice avant de passer finalement en cours. Puis il dit, malgré le fait qu'il a attendu 3 heures, il avait l'air super patient, il avait l'air de s'amuser avec ses filles. Après la cour, la famille Huberty va aller au McDonald's situé en face du palais de justice, à San Diego. On est loin de San Isidro, donc c'est pas là que ça se passe. OK. Non. Il va juste aller au McDo, il va commander à ses enfants des Happy Meal, puis il va se commander des Big Mac pour lui puis sa femme, puis ils vont manger, en famille. Un beau petit repas. Après le dîner, sur le chemin du retour vers la maison, James, il va décider, genre spontanément, en passant à côté, d'arrêter au zoo, puis de faire une activité avec sa famille. Mais on va savoir après que c'était vraiment pas son genre de faire ça, là, de prendre des décisions de même. C'était très spontané, un peu comme si, mettons, il avait envie de vivre une dernière activité avec sa famille, genre, faire plaisir à ses enfants une dernière fois. Ça a l'air de ça. Tu sais, avoir une espèce de semblant de vie normale, là, genre on va tous au palais de justice, on va manger au McDo, on va au zoo puis on revient à la maison, tu sais. Mm-hmm. Semblant de vie normale. C'est pas un semblant de vie normale, tu sais, il est capable d'avoir une vie normale, tu sais, il devait avoir du fun avec sa famille. Ça l'a pas fait réaliser, je les aime, je veux continuer, tu sais. Je pense que s'il était déjà décidé à ce moment-là, là. C'était fait. C'est dommage, tu sais. Il avait l'air quand même bien entouré malgré tout. Ça l'a comme pas fait réaliser, hey, je peux quand même aller au zoo avec ma famille puis avoir du plaisir. Pourquoi je fais ça juste parce que c'est ma dernière journée, tu sais, en tout cas. Mais tu sais, je pense qu'il a fait ça, c'est un peu un classique, là. Tu sais, il a plus d'argent, il a plus de job, ça va pas bien à la maison, il aime pas l'endroit où il est. Je vais vous donner encore plus de détails plus tard dans l'épisode, mais ça va pas bien, là. Non. Donc, c'est un peu comme le cas de Cathy Gauthier, tu sais, qui ont fait un film, ils ont écouté un film avec une pizza, puis ils ont comme décidé. Tu vois un peu qu'ils décident de passer un dernier beau moment. Ça veut dire qu'ils sont déjà mindés, là. Il y a plus rien qui va les faire changer d'idée, tu sais. Sinon, ils feraient pas ça, là. Ils l'auraient fait la veille, leur film, là, puis leur zoo, là, tu sais. Mais c'est poche que ça prend une décision monstrueuse pour leur faire vivre des activités le fun puis normales avec leur famille. 100%. C'est poche. Mm-hmm. La femme de James, elle va se rappeler d'ailleurs d'un moment au zoo. Il regardait une cage d'animaux en couple pendant que ses enfants jouaient un peu plus loin. Puis James, il va le regarder. En fait, il va pas le regarder. Il regardait la cage d'animaux, puis il fait juste dire, tout fort, « Well, society had its chance. » Ça veut dire, ben, la société, elle a eu sa chance. Genre, juste tout bonnement. Puis Edna l'aurait trouvé étrange, mais comme je vous l'ai dit, il parlait souvent bizarre, puis il disait des affaires qui avaient pas de bon sens. C'était un gros conspirationniste. Fait qu'à ce moment-là, elle pensait juste que c'était une phrase parmi tant d'autres. T'sais, elle pensait qu'il était ironique, là, qu'il disait un peu whatever. En rentrant à la maison cet après-midi-là, Edna, elle va aller avec ses filles se reposer dans le salon. James, lui, il est pas fatigué du tout. Il est dans une autre pièce, puis il gosse après des affaires. Là, il va se diriger pour sortir de la maison, puis juste avant de sortir de la maison, il va dire à sa femme, Bon, ben, moi, je m'en vais à la chasse. Je m'en vais chasser du monde. Des Mexicains. » Mais là, il n'y a pas d'excuse, là, de genre, des fois, il dit un peu des blagues étranges, là, voyons. En tout cas, c'est ce qui nous amène au drame, malheureusement. Mais mettons, il y a quel âge, là? 41 ans. OK, merci. J'oublie souvent quand tu dis l'âge du monde. Désolée. Ben, c'est une petite information vite glissée, mais c'est bien correct.
Donc là, je vous fais un petit traumavertissement. C'est là que ça part. Je vais vous parler de la chronologie des événements. Donc, heure par heure, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, vous allez voir, on a vraiment deux angles de vue. L'angle de vue des victimes et celui de la police. Parce que, on se rappelle, ça a pris 77 minutes. Donc, clairement, il y a deux versions dans cette histoire. 18 juillet 1984, 15h50-ish. James quitte son appartement, transportant avec lui un fusil Browning semi-automatique de calibre 9 mm, un fusil à pompe Winchester de calibre 12 et une carabine Uzi semi-automatique de calibre 9 mm. Celle-là, c'était l'arme principale de l'attaque. Il se dirige vers le McDonald's, situé à seulement 200 pieds de l'adresse de son appartement. Le McDonald's en question, il est situé au 522 San Isidro Boulevard Ouest. Puis là, on s'entend, là, tous les McDo, comme on l'a dit tantôt, ils fonctionnent à plein régime, là. Il y a tout le temps beaucoup de monde. Mais celui-là en particulier, ben, il est toujours plein. Pourquoi? C'est parce que là, on parle d'un restaurant qui est juste avant de traverser la frontière pour le Mexique. Donc, ton dernier stop avant de traverser les douanes. Ouais. Puis aussi, le premier resto rapide quand tu arrives aux États-Unis. Facile, là, t'arrives aux États-Unis, tu vas te chercher un petit snack au McDo. Donc, ce restaurant-là, il est toujours bondé de monde. La salle de jeu est immense, puis elle est toujours pleine. Sur sa route, il y a quelques témoins qui vont le voir marcher d'un pas décidé avec ses armes dans chaque main. Ils ont-tu appelé la police? Oui, il va y avoir des appels. Là, ça se passe très vite. 16h-ish, je sais pas vraiment si c'est l'heure exacte, mais c'est vraiment proche de 16h pile. Il entre à l'intérieur du restaurant, armé en tabarouette. Il tire un premier coup de feu au plafond. Neva Kane, la gérante du restaurant, se lance rapidement en direction de l'homme pour tenter quelque chose, genre tenter de défendre son restaurant. Elle reçoit une balle dans la tête et meurt sur le coup. Ah, mais quel beau réflexe! Oui, c'était vraiment un beau réflexe. Elle a voulu sauver son restaurant, mais elle reçoit une balle dans la tête et meurt sur le coup, faisant d'elle la première victime. Juste pour vous dire, Neva Kane, c'était son premier chiffre depuis qu'elle était de retour de sa lune de miel avec son mari. C'est toujours ça. Tout le temps comme au pire moment qu'il était full heureux, que ça... Ouais, puis tu vas voir que pour toutes les victimes, tu sais, il y a genre une histoire de même, c'est là que ça nous fait rendre compte que tout le monde, là, c'est pas le temps, là, de mourir. Tu sais, c'était pas leur temps, là. C'est jamais le bon moment, mais... ça brise le cœur. Ouais. Donc là, tout le monde dans le restaurant hurle. La panique s'installe. Ensuite, l'homme va se mettre à tirer partout autour de lui, dans les cuisines, dans la salle à manger et même dans la salle de jeu. Il va même tirer dans l'entreporte sur les gens qui tentent de s'enfuir en courant ou sur les gens qui s'en venaient vers le McDo, tu sais, qui marchaient pour entrer vers le McDo tout bonnement. Il criait à tout le monde de rester couché sur le sol. Au même moment, de l'autre côté de la médaille, à 16h encore une fois, le premier appel 911 est placé. Le premier répondant à l'appel, Miguel Rosario, que je vais peut-être appeler Mike Rosario à certains moments. C'est lui qui va être le premier à être mis au courant et le premier à être envoyé sur les lieux. Sauf que, tantôt, j'ai mis l'accent, sur le fait que c'était le McDo sur San Isidro Ouest. Eh bien, il y avait 2 McDo à genre quelques mètres de distance. On sait, on a tout le temps des restaurants. Donc, Mike Rosario va être envoyé au mauvais McDonald's pour le début, au McDonald's sur Est, du côté Est de la rue. Et seulement au moment où il allait arriver à ce McDo-là, l'information va changer, puis ils vont comme corriger l'affaire et lui dire « Non, excusez, c'était au Ouest, donc McDonald's Ouest ». Quand tu donnes un ordre rapido, ça se peut avec le stress, tout ça, mais bref, c'est une petite erreur qui va avoir coûté comme environ 5 minutes quand même aux policiers de genre revirer de bord, s'en aller au bon McDonald's et tout. Puis la seule information qu'il y a à ce moment-là, là, c'est qu'il y a une fille qui a été tirée, puis on sait pas encore là, à quel point ça va devenir gros dans les minutes qui suivent. Ouais, c'est pas juste un meurtre... Non, c'est pas un meurtre isolé par une personne qui s'est terminé, non. Sauf qu'à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Je l'avais pas mentionné encore, mais juste à côté du fameux McDo où est-ce qu'il y a eu le massacre, devinez c'était quoi le voisin
de cette bâtisse. Donc, de l'autre côté de la rue. Un magasin de guns? Non. Le poste de police. Non, tu me fucking niaises. Quand il s'est trompé de direction, techniquement, il partait de à côté du bon McDo. Puis il a pas entendu de coup de feu ou quelque chose? I don't fucking know. I don't know. C'est juste complètement ironique qu'il y avait un poste de police juste à côté du McDo. Voyons. 16h, 16h09. Donc, dans les premières minutes, les premiers policiers y arrivent. Il y a 4 voitures de patrouille puis un superviseur. Ils arrivent sur les lieux. Mike Rosario, c'est le premier, toujours, comme je vous l'avais dit. Puis, il se souvient d'avoir compris vraiment rapidement, en arrivant au bon McDo, qu'il y avait quelque chose de encore plus grave. Là. C'était pas juste une fille qui s'était fait tirer. Il voyait des gens cachés partout, derrière les buissons, derrière les voitures, tu sais, vraiment large, là, pas dans le stationnement du McDo, mais partout. Puis, tout le monde regardait dans la même direction. Fait que là, il savait, il se passait quelque chose de plus grave qu'il pensait. Donc, Mike, il va commencer à s'approcher vers le restaurant. Donc, il avance, puis il tombe directement dans la direction du tireur. Donc, l'homme, il va comme sortir de la porte, genre juste un peu, en restant un peu caché, pour tirer sur Mike Rosario. Le seul policier qui est là. Le tireur shoot directement dans la direction de Mike Rosario. Puis là, on s'entend, là, c'est un petit policier tout seul, avec son petit gun 38. Il est pas de calibre pantoute à côté des guns que lui, il a, James Uberty. Mm-hmm. Puis, étonnamment, il y a pas tant de véhicules, pas tant d'affaires dans le stationnement qui permettent de se cacher. Donc, Mike va faire un tabarouette de saut. Il va se jeter en arrière d'un truck, puis il va esquiver la première balle. Donc, il s'est pas fait shoot, mais vraiment proche. Puis, le tireur va commencer à tirer dans le truck, dans les vitres, partout dehors. Donc, il tire aussi à l'extérieur, pas juste à l'intérieur. Il est genre dans l'entrée du McDo, mettons, puis il tire en dedans puis dehors? Ouais. OK, ouais. Exact. Mike, il va rapidement demander du renfort. Parce que là, il se fait tirer dessus, il est tout seul, il peut pas s'approcher plus parce qu'il y a pas de cachette, il capote. Donc, il demande du renfort au plus tabarouette. Il se souvient, Mike, à ce moment-là, parce qu'il est encore en vie aujourd'hui, il se souvient qu'il a senti la tristesse de se dire genre « Ah non, ma mère va apprendre ma mort aux nouvelles. » Genre, il se disait comme c'est fini. Genre, il tire tellement beaucoup, genre, c'est sûr que je meurs. Genre, lui, dans sa tête, il voulait quand même aider, là. Il était comme « Je suis un policier, il faut que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce que je fais? » Puis il se souvient d'avoir eu cette pensée-là. Le répartiteur des pompiers, toujours dans les premières minutes, il va appeler les équipes d'urgence pour qu'elles se préparent à faire envoyer des hélicoptères avec des médecins, des infirmiers et tout ça. On dit que c'est dans les 9 à 10 premières minutes que les victimes ont tous reçu leur premier tir. Donc les gens qui sont décédés, les gens qui sont blessés, ils auraient tous pas mal été shootés dans ces premières minutes-là. Soit qu'ils sont décédés sur le coup, soit que non. Soit qu'ils n'étaient pas encore morts. De 16h10 à 16h20, dans les 10 autres minutes qui suivent, un poste de commandement s'installe à 2 coins de rue du lieu de la fusillade. On alerte aussi la SWAT. Et le docteur Tom S. Newman, un pilote et 3 infirmières montent à bord du premier hélicoptère Life Flight qu'on va envoyer. Et il décolle. Le restaurant, à ce moment-là, il est entouré de policiers, de voitures de police, d'enquêteurs, de pompiers, d'ambulanciers. Il y a du monde partout autour du McDo. De 16h20 à 16h45, pendant les 25 autres minutes, un deuxième hélicoptère Life Flight quitte l'héliport avec un autre médecin et des infirmières. Le commandant du SWAT, le lieutenant Jerry Sanders, il est finalement avisé de ce qui se passe. Là, ça a commencé à 16h, puis là, on est rendu entre 20 et 45, puis il est finalement avisé. On va apprendre plus tard que son Padget, c'est là-dessus qu'il recevait ses appels, il ne fonctionnait pas cette journée-là. Genre, il dit ça n'a jamais arrivé avant, mais cette journée-là, il fonctionnait pas. Puis, il a comme tout manqué les premiers appels du 911. Puis, à un moment donné, quand il s'en est rendu compte puis que quelqu'un a finalement pu le rejoindre, il était à peu près 35, là. Et 30. Hey. 30 minutes en retard. Mais même à ça, je veux dire que sa pagette était fermée ou whatever, là. Me semble, c'est pas Superman, là,
Pourquoi la tuerie a encore lieu après 35 minutes? Là? Il y a bien du monde qui aurait pu réussir à l'arrêter. Là. Je sais. Je suis vraiment d'accord. Mais bref, tout ça pour dire que lui qui gère l'équipe des SWAT, ben c'est quand même lui, il doit être là. Tu sais, même si les SWAT sont envoyés, ils peuvent pas rien faire sans que Jerry, il leur donne le feu vert. Puis ça, c'est des règlements que vous allez voir, ils vont changer avec le temps, là. On va apprendre de nos erreurs, mais Jerry, il était vraiment important parce que les SWAT, ils pouvaient rien faire sans lui. C'est ça qui est con. Mais techniquement, allô, on est tous humains, faites quelque chose, allez au-delà de vos droits, je sais pas. Exact, là, c'est pas des Stormtroopers, là, je veux dire, ils sont capables de prendre une décision, mais en tout cas... Puis Jerry Sanders, quand il va finalement être rejoint, il était à une petite soirée, une petite après-midi, genre réception pour fêter comme whatever à son travail. Puis là, après ça, il y a des gens qui disent genre, est-ce que vous buviez sur la job? Est-ce que quand vous êtes arrivés, les SWAT, ils étaient tous alcoolisés? Il dit que non. Bref, on le sait pas. Là, après ça, c'est trouver un autre coupable. Puis bon, c'est une chasse. Là, je vais vous en parler tantôt. L'excuse que sa pagette marchait pas, là, peut-être qu'il l'entendait juste pas parce qu'il était distrait aussi. Là. En tout cas, je veux pas être conspirationniste, mais je trouve ça douteux. Donc, 16h35, plus précisément. La première équipe de tireurs d'élite du SWAT y arrive sur les lieux pour prendre le relais des policiers qui sont complètement mal équipés. 35 minutes après le premier appel 911. C'est long, dans un petit quartier de même, que le poste de police est juste à côté, puis je sais pas les SWAT sont où, mais c'est long, c'est un petit quartier. 16h48. La première description officielle du suspect est communiquée à tous. Mais il est encore dans le McDo, là? Encore dans le McDo. Il tire encore partout, là? Oui, il tire encore partout. Pendant 48 minutes? Oui, c'est pas fini. My God. 16h51. 2 témoins qui vont réussir à sortir d'une façon quelconque vont être capables d'être interviewés puis de confirmer qu'à l'intérieur, il y a au moins une douzaine de personnes blessées. Ils savent pas, par contre, combien il reste de personnes en vie. Genre, ils savent pas. Puis, ils vont d'ailleurs être capables de confirmer qu'il y a seulement un suspect et qu'il a plusieurs armes. Donc, à 16h51, ils ont cette information-là. 17h02. Deuxième équipe de tireurs d'élite du SWAT qui arrive sur les lieux. Ils se rajoutent à la première équipe qui est déjà présente. Plusieurs vont aller s'installer sur le toit du bureau de poste qui est juste à côté. C'était le voisin du McDonald's. Donc, t'avais un poste de police puis t'avais un bureau de poste. 17h04, l'équipe de tireurs d'élite demande à leur boss, au walkie-talkie, « Est-ce qu'on a le feu vert? Est-ce qu'on a le feu vert? On arrive à voir le monsieur. » Qu'est-ce qu'ils attendent? 17h05. Excusez-moi. Non, je sais, c'est paniquant, mais genre, je vais te dire les heures vite, puis tu vas capoter. Là, ça, c'est 17h04, il demande le feu vert. 17h05, Sanders, en route vers les lieux en voiture. Il est même pas présent, il voit pas qu'est-ce qui se passe, il voit pas l'ampleur de la situation. Il entend qu'il demande le feu vert, puis qu'il a été donné. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a juste fait ce qu'il devait faire. Oui, je vous donne le feu vert, même si c'est pas le lieutenant. Et puis le Jerry Sanders, de loin, sur la route, va dire « Annulez l'ordre ». C'est lui qu'il faut qu'il la donne. Ah, fuck you, man. 17h13, Jerry Sanders arrive enfin sur les lieux et donne son feu vert. Esti, as-tu donné une explication pourquoi il a dit ça? À part genre... Oui, je vous en parle plus tard. Je suis une merde. Là, il est 17h13, ok, Jerry Sanders, il est arrivé, parfait, tout le monde fait-y une petite place, là, cosy, pis tout. Mais comme, il donne son feu vert, mais là, le dos le tireur est plus bien placé, là. Quand il a demandé son feu vert, c'était genre, je le vois là, faut que je le tire là. Donc, ça va prendre encore quelques minutes. 17h17. C'est long, là, quand même, comme temps, là. C'est long. Le tireur, il arrête pas. 17h17, le tireur d'élite du SWAT, Charles Foster, qu'on va appeler Chuck, il était sur le toit du bureau de poste avec d'autres de ses collègues. Mon Dieu, excusez, je suis en train de... Il était sur le toit avec quelques-uns de ses collègues et il va finalement abattre James Oliver Uberty d'un seul coup de feu, directement au cœur. C'est fou que ça aurait pu arriver 30 minutes plus tôt, mettons.
Là, on a l'impression qu'avec toutes les heures que je viens de vous donner, puis il y a quand même vraiment beaucoup de temps qui s'est passé, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses, tu sais, les hélicoptères, les pompiers, les ambulances, les policiers, les SWAT, nanana. Même si c'était long, on dirait là qu'ils sont beaucoup, là. Là, tu vas paniquer un peu. Hugh Birdie, à lui seul, va avoir... Il y avait 3 guns, là. Ça veut dire que de temps en temps, il devait les reloader, là. Il y avait le temps, là. Il chillait, là. Lui, tout seul, va avoir tiré 251 balles. De l'autre côté des fenêtres, 175 policiers armés vont avoir tiré un total de 5 balles dans la direction, dont une qui a été la bonne. 5 balles. En 77 minutes, je le répète. C'est énorme! 21 personnes vont être tuées, et maintenant 22 avec lui, et 19 seront blessées. Les victimes y étaient principalement mexicaines ou mexicano-américaines, et elles étaient âgées entre 8 mois et 74 ans. Oh my God. Une série d'erreurs commises de la part des policiers vont choquer toute la population. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui aussi. C'est pour dire à quel point il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, comme tu as pu déjà le voir. Puis avant d'embarquer dans le segment Trouver un coupable, c'est-à-dire la police, laissez-moi vous raconter ce qui se passait à l'intérieur pendant tout ce temps-là, avant que Hugh Birdie soit abattu. Puis... là, dans ce contexte-là, c'est un peu bizarre. Est-ce que je dis avant qu'il soit finalement abattu, avant, tu sais... J'aurais préféré peut-être dire contrôlé, parce que je souhaitais pas non plus sa mort, mais bref, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé avant qu'il se fasse... Arrêter, là, ouais. Arrêter ce qu'il faisait, je vais dire ça de même. Donc, je te parle un peu de ce qui se passait à l'intérieur. Je vais te nommer plusieurs survivants, parce que, je vais commencer par ça. En fait, c'est comme ça qu'on a des témoignages. Un premier survivant, Albert Leo. On l'aime beaucoup, Albert Leo. En fait, on les aime toutes, les survivants. Pas besoin de le dire plus, là, genre, wow qu'il y ait eu des survivants. Point. Mm-hmm. Albert, c'était un cuisinier au McDo. Il faisait sa petite job d'adolescent, là, genre. Il était employé temps partiel, genre. Puis Albert Leo, pour vous dire, aujourd'hui, il est policier à San Diego. Donc, c'est cet événement-là qui va lui avoir donné le goût... Bref, je vous dis ça sous peu. Il a dû se dire, me faire une meilleure job que vous autres. Legit. Albert, il confirme qu'il était là, il a tout vu, il était caché dans les cuisines, puis qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter, le tireur. Il n'y avait aucun moyen. Il dit, c'est pas comme genre dans les films là, où que tu te jettes sur lui, puis genre tout fonctionne. Il dit, avec le nombre de balles qu'il lançait, le nombre de guns qu'il y avait aucune chance. Genre, il dit, genre, c'était impossible. Tu sais, les seuls qui ont essayé se sont fait tirer. Il va dire également que ce qui faisait le plus peur, c'est que non seulement, genre, il tirait sur du monde en particulier, mais pas juste ça, c'est qu'entre chaque personne qui réussissait, mettons, entre gros guillemets, réussir à pogner, il tirait partout. Genre, il tirait partout. Au plafond, des murs, des fenêtres, genre partout. Il va dire, tu sais, le McDo, genre, tous les comptoirs, les tables, tout ça, il y avait trop d'affaires faites en stainless. Donc, les balles, ils revolaient partout. Ils ricochaient. Il dit, il fallait absolument que tout le monde soit couché au sol, puis même encore là, genre, les balles, ils revolaient au plafond, au nanana. Fait qu'il y avait comme plein de balles partout, non-stop, qui ricochaient dans le McDo pendant toutes ces minutes-là. C'est un cauchemar, là. Il se souvient que à un moment donné, genre le tireur, il y avait plus de balles dans ses guns, puis il aurait pris un bon 5-10 minutes pour genre chiller, s'asseoir sur un comptoir, reloader ses guns. Là, ses guns sont prêts, il retire sur du monde qui sont déjà morts. Genre, il chillait, rendu là. Genre, il tirait sur des gens qui étaient déjà au sol. Me semble que ça aurait été un bon moment d'intervenir quand il prend une pause de 5 minutes. Mais oui, me semble qu'il entendait au moins les sons des balles. Faites de quoi quand il y en a plus? Je sais pas. Albert, il va compter au moins 125 coups de feu avant d'arrêter de compter. Fait que lui, il est en arrière du comptoir, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il entend les toc, 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 puis là, il les compte, genre. Lui, puis une de ses collègues, que je vais vous parler tout de suite après, Wendy Flanagan, ils étaient les deux cachés en arrière du comptoir, puis ils essayaient de faire le moins de bruit possible. Ils étaient comme ensemble. Imagine à quel point, là, ça devait être capoté. Genre, les deux employés, tout petits, tout jeunes, sont genre cachés en arrière du comptoir, mais ils entendent toutes les balles. Puis,
il y a tellement de... Tu sais, il y a des gens qui crient, il y a des bébés qui pleurent, puis un moment donné, plus rien, silence. Fait qu'ils se disent, clairement, c'est nous les prochains. Genre, on est encore en vie, c'est nous les prochains. Puis il peut se promener, il y a juste à contourner le comptoir, puis ils sont faits, là, tu sais. Exact, puis ils peuvent pas tant bouger. Wendy aussi, c'était une des employées, d'ailleurs. Une petite jeune aussi, que c'était son emploi d'étudiante. Wendy, elle se rappelle d'ailleurs que les employés, juste avant que le tireur il entre dans le restaurant, il est en train de partir des frites dans la friteuse, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de les enlever. Donc, les sirènes, les alarmes d'incendie sont parties partout dans le restaurant, très rapidement. Fait qu'à un moment, les gens, ils n'entendaient plus rien. T'avais comme les sirènes à la grandeur du McDo, les gunshots, les balles qui ricochaient, les enfants qui crient, les enfants qui pleurent, le silence. Écoute, les gens, là, c'était fou. Elle va remarquer aussi que le tireur, il y avait comme une radio sur lui. Puis là, au début, elle pensait que sa radio, c'était pour, genre, entendre si quelqu'un parlait de lui à la radio, genre, si quelqu'un l'annonçait. Mais finalement, elle dit qu'elle s'était rendue compte qu'il écoutait juste de la musique. Genre, il vibait. Il avait amené sa radio puis il s'était mis de la petite musique, là, un coup que ses tirs étaient quasiment tous faits. What the fuck? Il y a trop de plaisir à faire ça, là. Ouais. Wendy, elle va dire plus tard que la seule affaire qu'elle se disait, elle puis Albert, là, pendant tout ce temps-là, là, sont où les policiers, tabarouette? Genre, ça fait longtemps, là. Le temps, il passe, ça a l'impression de durer, genre, une éternité, là. Mais... Puis il y a personne qui se pointe, il y a personne qui l'arrête. 77 minutes à être en petite boule là, en dessous d'un comptoir, là. C'est fucking long, là. Fucking long. C'était interminable. Après un certain point, environ 40 minutes après le premier coup de feu, il y a une fille qui était aussi cachée dans les cuisines qui aurait commencé à pleurer. Sauf que là, Albert puis Wendy, ils l'entendent au loin, puis ils essayent genre de lui chuchoter ou de lui faire des signes de comme « Chut, faut pas qu'ils nous entendent, genre faut pas qu'ils nous entendent. » Fait que là, il panique. Puis le tueur, ben il entend les pleurs. Et il commence à se diriger vers les cuisines. Et là, ils l'entendent s'approcher. Il tire là en s'approchant, fait que tu sais, ils peuvent pas le manquer. Il y a une autre employée qui était cachée un petit peu plus loin, qui, elle, ne pleure pas, est en silence. Elle s'appelle Margarita Padilla. On l'appelle Maggie. C'était pas mal la meilleure amie de Wendy, qui travaillait au McDo avec elle. Margarita, elle va leur faire des signes. Elle va commencer à leur dire, genre, venez, genre ici, comme c'est correct, blablabla. Puis là, Wendy, elle va comme être stressée, parce qu'il faut quand même qu'elle rampe, genre qu'elle marche à quatre pattes sans se faire pogner, puis il approche le tueur. Fait que là, elle va décider d'y aller, finalement, puis là, elle se rend, puis elle arrive à dépasser Maggie, puis elle n'en revenait pas parce que dès qu'elle a dépassé Maggie, elle s'est fait tirer, Maggie. Puis elle était plus derrière elle. Fait qu'elle, elle a continué comme à aller plus loin dans le restaurant, puis dans le backstore, puis il y avait comme un sous-sol, puis tout, fait qu'elle essayait de se diriger le plus loin possible, puis en se tournant rapidement, elle a remarqué que Maggie, elle la suivait plus. Fait que Maggie, elle a comme sauvé la vie, en lui disant « Viens-t'en ». Ouais. Là, Wendy a continué d'aller le plus loin possible dans le restaurant, puis quand elle arrive finalement à genre la porte derrière, elle se dit « Je vais essayer de l'ouvrir ». Ça doit être... Elle voit pas tant d'autres mondes, fait qu'elle est comme ça doit être par là que les gens sont sortis. Elle essaie d'ouvrir la porte, elle est barrée. Fait que là, elle capote, puis on va apprendre plus tard que la sortie de secours arrière des cuisines, qui doit être libre en tout temps, genre d'accès pour sortir, eh bien, elle était barrée depuis toujours parce que le propriétaire, il avait peur que les employés volent de la bouffe, puis qu'ils les subtilisent, genre par en arrière, en tout cas, qu'ils fassent sortir de la bouffe pour genre leurs amis puis tout par en arrière. Fait que la porte était constamment barrée. Come on! Wendy, elle va quand même réussir à aller encore plus loin, s'approcher du sous-sol, puis elle va entendre quelqu'un lui chuchoter de venir par ici, puis c'est du monde qui sont cachés dans un garde-robe. Fait que là, elle capote, elle est comme un peu contente, elle rentre dans le garde-robe. Avec elle, il y était 6 personnes dans un mini garde-robe, plus un bébé. Ah, mais ils sont tellement fins d'y avoir dit de venir. Ils auraient pu dire comme on est trop squeezés, fuck that, mais ils lui ont dit
Wow. Donc, ils étaient tous squeezés ensemble dans le garde-robe, puis là, elle se sentait, pas en sécurité, clairement, mais elle était comme, OK, là, je suis cachée, tu sais, parce qu'elle avait capoté, elle bougeait dans la cuisine, tout ça. Ouais. Juste pour terminer sur Wendy, après la fusillade, Wendy, quand elle va finalement pouvoir sortir, parce que c'était une survivante, elle va passer à travers la cuisine, malheureusement, puis elle va voir Maggie couchée à terre, morte. Donc, au moment où elle l'a pas suivie, c'est confirmé, elle a été tuée. Puis elle va dire que pour elle, ça, c'était le pire moment, puis qu'elle va se sentir comme coupable toute sa vie que ce soit elle qui soit décédée à sa place, genre. Ouais, le survivor's guilt, là. Ouais. Sauf que pendant que Wendy est allée se cacher et tout, là, je reviens un peu, Albert, lui, il a pas eu le temps de s'en aller vers l'arrière. Donc, le tireur, il va arriver, puis il va lui tirer 5 coups de balle sur lui directement, à bout portant, là. La seule raison pourquoi le tueur, il l'a pas, genre, achevé au complet, c'est parce qu'il a manqué de munitions en tirant la dernière balle sur Maggie. Fait qu'Albert, il va s'en rappeler, il se fait tirer 5 fois dessus. Là, il tire sur Maggie. Là, son gun, il vient pour le reporter sur Albert, il est vide. Fait que là, il s'en va en avant, et pendant ce bref instant-là, Albert rampe au sol. Son sang, il coule de partout, là, il est en train de se vider de son sang, mais il va ramper au sol, il va trouver le même endroit où est-ce que Wendy est allée se cacher, puis il va comme se lamenter, puis Wendy, à ce moment-là, elle va entendre que quelqu'un se lamente de l'autre bord, elle va ouvrir la porte, puis c'est Albert qui a survécu. Fait que là, Albert va être également dans le garde-robe, faisant 7 personnes et un bébé, 7 adultes et un bébé dans le garde-robe. Tu me niaises? Il a survécu à 5 balles? Ouais. Albert, il y avait du sang partout. Genre, il sait pas comment, il dit encore aujourd'hui, parce qu'il est survivant, là, comme je vous l'ai dit, il est rendu policier à San Diego, là, mais il dit qu'il sait pas comment il a survécu. Il dit, genre, honnêtement, là, j'ai vu clairement que je m'étais fait tirer, mais je les sentais pas, les balles. Il dit, genre, l'adrénaline me poussait à aller plus loin, puis à rentrer, justement, jusque dans la petite cachette. Puis, rendu à l'intérieur, Wendy, elle disait là, qu'il respirait tellement fort, il avait tellement mal, il souffrait, elle avait peur, genre, que le tireur, il l'entende. Mais Albert, il savait ça, fait qu'il s'est mis à mordre dans un bout de vêtement que Wendy elle lui a donné. Il mordait, puis il a pris le lacet d'un de ses souliers pour entourer autour de ses blessures, pour qu'il arrête de saigner. On dirait un film. Genre, c'est un film, mais il est tellement hot, Albert, genre, pis... Hey, je m'emporte, là. J'espère que je crie pas trop. Ça va être terrible au montage. Albert, il va dire plus tard, justement, qu'il est devenu policier à cause de cet événement-là, parce que lui, à ce moment-là, il s'est dit, c'est pas... Genre, je veux sauver des gens dans la vie. Il dit qu'il a fait des cauchemars pendant plusieurs années du massacre. Il rêvait que c'était lui qui était pas capable de sauver les gens, que c'était lui qui était pas capable d'arrêter le tireur. Puis c'est pour ça qu'il est devenu policier aujourd'hui. Puis il a accompli de belles choses en date en policier. Je vais pas m'avancer encore plus loin sur lui, mais... Ouais. Il a sauvé des gens par la suite. Une autre victime, Marichela Duarte, une femme mexicaine. Son mari puis elle, ils avaient faim, puis ils se sont rendus au McDo, tout bonnement, pour souper, tu sais, avec leur bébé. Donc, elle, son mari et son bébé naissant, ils marchaient vers le McDo quand la tuerie a commencé. Elle se rappelle qu'elle va juste voir un homme sortir rapido, genre dans l'entreporte, et lui tirer dessus, puis elle aura pas eu le temps de réagir, elle va recevoir une balle dans l'œil gauche directement. Elle se rappelle, elle avait son bébé dans ses bras, elle s'était fait tirer dans l'œil, puis elle faisait juste crier « Mon œil! Mon œil! » Puis là, tout ce qu'elle se rappelle, c'est qu'elle a comme levé son bébé dans les airs, quelqu'un a attrapé le bébé, elle est tombée au sol, puis elle a vu son mari couché au sol à côté d'elle. C'est tout ce qu'elle se rappelle. Marichela, elle va avoir été séparée de son bébé et de son mari pendant 2 semaines. Parce que les 3, ils ont finalement été envoyés dans des hôpitaux séparés, puis ils n'ont jamais pu se revoir avant d'arriver à l'hôpital, tu sais. Fait que pendant 2 semaines, ils n'ont pas su si l'un et l'autre étaient décédés. Le mari puis Marichela, ils n'ont même pas été mis au courant si leur famille était encore vivante. Fait que Marichela, pendant 2 semaines, elle a perdu un œil dans l'histoire aussi. Elle a maintenant un œil de verre. Mais
Pendant 2 semaines, elle savait pas si son mari était encore en vie, puis si sa petite fille, son bébé. Ah. Est-ce qu'on sait c'est qui a pris le bébé? Oui, j'y arrive. Le C'est bébé, le bébé dans le justement... garde-robe? Non, Ok. ça, c'est un autre bébé, malheureusement. Il y a eu plusieurs bébés dans cette histoire, Ouais. mais... Non, c'est quelqu'un du bureau de poste d'à côté qui a pris le bébé, qui marchait dans ce coin-là. Elle est arrivée directement au bon moment. Elle a attrapé le bébé. Elle est rentrée dans un véhicule de police. Puis il y a le policier en question qui avait la madame et le bébé. Ben, ils se sont dirigés tout droit vers l'hôpital. Fait qu'eux sont partis avec le bébé, of course. Le chauffeur, le policier qui conduisait la voiture, il dit que pendant qu'il conduisait, il faisait le massage cardiaque au bébé à côté qui était dans les bras de la femme. Il dit tout le long en allant vers l'hôpital, j'essayais d'y faire des massages cardiaques pour qu'il reste en vie. Le bébé va avoir été tiré. Il va avoir reçu plusieurs balles. Hein? Maricela, elle savait pas à ce moment-là. Là, elle savait rien pendant 2 semaines. Dont une balle dans la tête. Et le bébé va survivre. Mais je comprends pas comment c'est possible. Genre... Wow, ok, mais bravo, là, je suis vraiment contente, mais je comprends pas comment c'est possible. C'est un moment fou, là. Puis, dans le fond, après 2 semaines, Maricela va apprendre que son mari et son bébé ont survécu. Wow! Sa fille, là, elle parle dans un documentaire que je vais vous parler tantôt, là, le bébé, dans le fond, là, qui a reçu une balle dans la tête, puis elle est en vie aujourd'hui, là. C'est un miracle, là, qu'elle a survécu, puis elle va parler de cet événement-là. Tu sais, elle s'en souvient pas, mais... quand même, là, c'est ancré en elle, là. Elle était un tout petit bébé, tu sais. Puis Maricela puis sa fille, ils vont avoir comme la même cicatrice au ventre parce que les deux ont dû se faire ouvrir au complet pour enlever les balles qu'il y avait dans leur corps. Wow, mais bravo aussi aux policiers d'avoir conduit d'une main puis donné un massage cardiaque, c'est fucked up, là. C'est fucked up. Là, je vais faire une parenthèse pour juste compléter sur Maricela Durte, mais le mari de Maricela, Astolfo Félix, il va avoir survécu, comme je l'ai dit, mais va se faire assassiner en 1990 au Mexique. J'ai malheureusement pas beaucoup de détails, mais dans une genre de tuerie aussi. Il s'est fait shotter. Genre, c'est quoi les chances? 6 ans plus tard, il se refait tirer dessus. Oh. Je sais, c'est terrible. Une autre des victimes, mais qui a survécu, donc une autre survivante. Maria Leticia Riviera. Elle était avec son mari et ses 2 filles de 4 et 1 ans. Victor Riviera, le mari, il aurait essayé de parler au tireur pour essayer de le convaincre qu'il y avait d'autres solutions dans la vie. Il essayait de le faire changer d'idée de la manière la plus bienveillante au monde. Genre, il essayait de rassurer le tueur. Il va se prendre 14 balles dans le corps. Décédé sur le coup. Pendant ce temps-là, Maria était avec ses 2 filles, dont une de 1 an, là, on se rappelle. Puis elle était couchée en dessous de la table où il mangeait. Elle aurait pas eu le temps de dire au revoir à son mari, parce que lui, il a comme eu ce réflexe-là d'aller essayer de parler au meurtrier. Fait qu'elle l'aurait vu comme mourir devant ses yeux. Puis tout le long, le reste, là, en fait, là, le 77 minutes, Maria elle va avoir été tirée dans le bras. Sa fille de 4 ans va avoir été tirée dans la jambe, parce que, tu sais, comme je vous disais, même si les gens étaient au sol, ils continuaient à leur tirer dessus pareil. Mais par chance... genre, Maria, elle priait Dieu, elle était comme, au moins, là, protège mes 2 filles. Elle était comme couchée quasiment par-dessus ses 2 filles. Puis avec tout le sang qu'il y avait sur elle qui s'est fait tirer, sur les autres autour, ben, il y avait l'air morte. Donc, Maria, elle a fait semblant d'être morte en chuchotant à ses 2 filles de faire la même chose, puis les 3 vont survivre. Un autre survivant, il s'appelle Keith Thomas. Lui, il était avec la famille de son meilleur ami au McDo. Donc, c'était un tout petit garçon de 12 ans. Il avait son meilleur ami, Matteo, de 12 ans aussi. Puis, il était avec les parents de Matteo au McDo. Il était assis près de la salle de jeu. Eux aussi se seraient cachés sous la table quand c'est arrivé. Keith, il se serait fait tirer une balle dans les 2 bras directement. Donc là, Ronald Herrera, le père de son ami Matteo, il va vouloir protéger Keith Thomas. Probablement parce que, tu sais, là, il vient de recevoir des balles, puis c'est comme, c'est pas son fils à lui, c'est le fils à des parents, tu sais, qu'il connaît, puis son réflexe, c'est de protéger Keith en premier. Il va comme se coucher en dessous de la table, puis écraser Keith entre lui puis le mur, parce qu'il était assis dans une banquette. Donc, Keith, il est comme protégé, il a été tiré dessus,
mais pendant 77 minutes, il aurait pu là, se vider au bout de son sang. Mais Keith Thomas va survivre. Par contre, malheureusement, pendant que Ronald y protégeait Keith, eh bien Blythe, sa femme, et Matteo, son fils et le meilleur ami de Keith, vont être tués. Il a dû se dire, ma femme s'occupe de Matteo, je vais m'occuper de Keith, genre. Mais Ouais. Keith, par la suite, là, le survivant, il va dire que sa vie, elle a changé du tout au tout. Là. Avant, il était comme un enfant bien normal, qui s'amusait, qui était heureux. Puis il dit qu'après, il est devenu genre vraiment solitaire. Il avait de la misère à se faire des amis. Il était super colérique. Il avait comme une haine profonde en dedans de lui. Il va dire qu'il avait plus envie, genre, de se faire des amis parce qu'il était plein de remords. Puis lui, tout ce qu'il pensait là, pendant toutes les années qui vont suivre, c'est comment ça, Ronald, il m'a protégé moi, puis pas son fils. Puis il se sentait mal. Donc le survivor guilt, encore une fois. Mais aujourd'hui, il est encore en vie, puis il a une famille, puis en tout cas, il a pas mal viré. Ronald, il doit être content d'avoir sauvé Keith, mais est-ce qu'il regrette, tu sais? Il est comme, j'aurais dû protéger mon garçon, tu sais, c'est tellement des sentiments complexes à gérer, là. Ouais. 2 autres victimes, malheureusement décédées. Jackie et Carlos, le petit bébé de 8 mois, là, que je vous ai dit, là, la tranche d'âge des personnes décédées. Bon, ben, il y a un bébé, malheureusement, de 8 mois qui est décédé dans cette attaque. Il s'appelait Carlos. Jackie va avoir été tirée 48 fois avec le Uzi, donc la plus grosse arme. 48 fois. Elle était elle était couchée au sol, là. On le savait, là. On va apprendre plus tard que Jackie était enceinte, puis qu'elle avait tellement reçu beaucoup de balles qu'elle était plus du tout reconnaissable. Genre, sa famille a eu de la difficulté à l'identifier. Un autre victime, survivant cette fois-ci, Joshua Coleman, un petit garçon de 11 ans. Joshua, il était avec ses amis Omar et David, puis ils étaient à l'extérieur, eux autres. Ils s'en allaient s'acheter des beignes au petit restaurant d'à côté, Yum Yum Donuts. Les 3, ils avaient leur vélo, mais ils marchaient comme à côté de leur vélo. Puis ils sont juste comme pas passés au bon endroit au bon moment. Dans le fond, il y a quelqu'un qui savait ce qui se passait, qui a essayé de les avertir de l'autre côté de la rue en criant genre « Cachez-vous, cachez-vous ». Mais tu sais, les 3 enfants, ils marchaient, ils se rendaient pas compte de ce qu'il y avait autour d'eux, puis le tireur va juste sortir, puis leur tirer dessus, les 3. David Flores, son ami, va mourir de la première balle. Il va mourir sur le coup. Omar, lui, Hernandez, il va pas mourir sur le coup. Il va avoir le temps de pleurer puis de crier sa mère, en fait. Il va crier « maman ». Puis Joshua, il se rappelle juste de voir ses 2 amis à côté. David, clairement décédé. Omar, il est mort de ses blessures vraiment pas longtemps après d'avoir crié sa mère. Puis Joshua, il va faire semblant d'être mort, en fait, pendant l'heure qui va suivre. Ou ce qui en reste. Fait que Joshua, là, il est couché à terre, là, il est dehors, là. Puis malgré tous les policiers qui sont autour, il va pas se faire venir en aide avant la fin. C'est ridicule. Ridicule. Joshua, pendant le temps qu'il faisait le mort par terre, il va même être témoin de d'autres meurtres parce que un petit couple de personnes âgées, Ada et Miguel Victoria, donc l'homme de 74 ans, je vous avais dit la tranche d'âge, ça passait de 8 mois à 74 ans, eh bien c'est eux malheureusement. Un petit couple de personnes âgées qui regardaient pas trop ce qu'il allait, ils marchaient vers le McDo, ils n'ont pas réalisé qu'il y avait des corps sur le sol, rien de tout ça. Ils ont ouvert l'entreporte, et au moment où la porte s'est ouverte, le tireur, James Uberti, va tirer sur Ada. Miguel va se pencher sur le sol auprès de sa femme, puis il va juste avoir le temps de lever la tête, puis il va se faire tirer une balle lui aussi. Joshua, il a tout vu ça. Là, c'est tout pour les témoignages qu'on sait des survivants. Je te ramène à Chuck Foster, le fameux tireur d'élite du SWAT. On se demandait pourquoi il a pas tiré avant, pourquoi il attendait le feu vert, pourquoi. On n'arrête pas de se demander pourquoi, là. Sa position à lui, c'était vraiment sur le toit du bureau de poste, juste à côté du McDo. Donc, dans l'angle qu'il avait, là, il voyait le McDo au complet, ainsi que genre une bonne partie du stationnement, puis il avait un angle de vue parfait sur le tireur. La seule affaire, puis c'est Chuck Foster qui va le dire justement, c'est que, justement, il dit, ce qui était difficile
pour les policiers, c'est que l'homme, il tirait à l'extérieur partout. Ça faisait des ricochets sur les trocs qu'il y avait autour, puis les poteaux de métal, puis les mamans nanana. Il dit qu'à cause de ça, les policiers étaient pas capables de s'approcher. Donc, lui, il excuse les policiers de cette façon-là. Il va dire les ambulanciers, les pompiers, les gens qui voulaient venir en aide aussi aux blessés qui étaient au sol, à l'extérieur, ils pouvaient pas s'approcher non plus, parce qu'il aurait probablement été tiré. C'est ce qu'il va dire. Il va dire « Pourquoi j'ai pas eu un angle de vue super bien sur le tireur dès le début, tu sais, parce que le McDonald's était vitré au complet. Eh bien, c'est que les fenêtres au complet, ils étaient teintées. Donc, tu pouvais pas voir à l'extérieur tu pouvais pas voir à l'intérieur quand t'étais dehors. Puis, les fenêtres, ils étaient clairement blindées, qui va dire, parce que les seuls coups que les policiers ont tirés, les balles restaient dans la vitre. Genre, ils traversaient pas. Tu pouvais shooter de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Il disait, genre, ça faisait aucun dommage. Puis le seul endroit où il y avait la possibilité de voir le tireur, genre de l'apercevoir, c'était la porte, parce que les fenêtres de la porte vitrée, là, ils étaient pas blindés, eux autres. Donc, le tireur, en tirant partout, il aurait vite éclaté ces fenêtres-là. Donc, il y avait comme une marge de genre 3-4 fenêtres, ou la porte, où est-ce qu'il voyait à l'intérieur. Puis Chuck, il va dire qu'à l'intérieur, il voyait des corps au sol, mais c'était pas clair non plus. Fait que pourquoi il a pas tiré? Ben, il va dire, écoute, genre, première des choses, je savais pas il y avait combien de gens à l'intérieur. Je savais pas il y avait combien de victimes. Mais surtout, je savais pas il y avait combien de tireurs, parce qu'eux sont arrivés vraiment en retard. Fait qu'il dit, si j'avais tiré, j'aurais-tu couru la chance que, genre, les autres personnes tuent encore plus de victimes à l'intérieur? Est-ce que c'était une prise d'otage, puis si je tuais la personne, ben, tout le monde allait être mort? Tu sais, il savait pas il y avait combien de personnes qui étaient décédées à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est seulement à 5h, 17h17 qu'il va avoir finalement tiré après tout ce temps. Ça, c'est son explication. Sauf que là, il y a un énorme combat qui va avoir lieu entre les victimes qui ont survécu, les journalistes qui ont vu des choses que sûrement les policiers n'ont pas vues, et les policiers qui se défendent. Parce que là, ça fait pas de sens que ça l'ait pris autant de temps, avec autant d'effectifs, ça a pas de sens. Mais non, surtout qu'ils tiraient dehors du McDo. Fait qu'ils sortaient dehors des fois. Ou du moins dans le cadre de porte. Là, c'est un bon moment pour y tirer dessus quand t'es sur le toit du fucking bureau de poste. Puis je sais pas si tu te rappelles, mais moi, je me rappelle, là, à 16h51, 16h51, ça, c'est le moment où ils ont eu des témoignages de 2 personnes qui ont réussi à sortir puis qui ont été capables de confirmer que les gens étaient au sol puis qu'il y avait un seul tireur armé de 3 armes. Fait que ça fait pas de sens. C'est comme si l'information de ces personnes-là s'est pas rendue aux tireurs d'élite. Non, c'est ça. Chuck, il devait pas savoir, mais personne y a dit, genre. Ouais. Puis là, après ça, bon, là, je m'embarque dans la défense que les policiers vont dire, là, pour, en fait, les choses qu'ils vont dire pour leur défense, là. Of course, à l'époque, les technologies étaient peut-être moins avancées, il y avait clairement des failles dans le système, puis aussi, ben, c'était jamais arrivé une aussi grosse affaire auparavant, fait que ils étaient pas préparés à ça. « 5h17, les policiers, ils se disent « On l'a. » Genre, il est à terre. Eh oui, tabarouette, après 77 minutes. Sauf que l'affaire, c'est qu'ils ont aucune idée à quel point, à l'intérieur, c'est une scène d'horreur. Genre, ils ont aucune idée. Ils savaient pas pantoute que... Genre, en tout cas. Mais ils s'attendaient à quoi, là? Rick Carlson, un détective qui va être en charge de l'enquête avec les autres, il va dire que lorsqu'il est arrivé, ben, c'était le chaos total. Tout le monde essayait de s'approcher. Tout le monde voulait comme entrer dans le McDo, voir ce qui s'était passé. Il dit c'était le chaos total. Il dit moi je suis arrivée après que James Huberty soit mis au sol. Puis tout le monde essayait de s'approcher. Les gens qui étaient comme genre survivants à l'extérieur, ils essayaient de rentrer dans le McDo, voir s'il y avait pas comme un de leurs proches. Il dit les policiers, il y avait vraiment beaucoup de misère à protéger la scène de crime. T'sais, ils essayaient de dire à tout le monde de s'éloigner pour compter les blessés, compter les... Ben, en fait, aider les blessés, compter les morts, puis aider les survivants, tu sais. Mais tout le monde se jetait partout. Il dit que les hélicoptères aussi, ils étaient partout autour, ils faisaient des rondes, ça faisait du bruit, il y avait toujours l'alarme qui avait pas arrêté, il y avait du mouvement.
Il dit les survivants qui étaient à l'intérieur cachés dans le McDo, ils commençaient à sortir, puis là, ils essayaient de courir vers leurs proches, of course, genre dans les bras de leur mère, de leur père qui était à l'extérieur puis qui savait qu'ils étaient pognés dans le McDo. En faisant ça, ben tu sais, les policiers, ils étaient pas capables de contrôler comme à qui parler, quoi faire. Les ambulanciers, ils étaient là, mais ils fournissaient plus parce que là, c'était tout d'une shot. Donc, il dit que c'était vraiment le chaos total. Les SWAT, ils étaient aussi toutes proches du restaurant, puis ils savaient pas encore à 100% qu'il y avait peut-être pas un autre tueur caché, fait qu'ils restaient armés, mais là, tout le monde courait partout, fait que c'était dur pour eux de savoir comme qui était quoi. À cause des alarmes aussi, les gens qui étaient cachés dans le garde-robe, donc Albert puis Wendy, ça va prendre énormément de temps avant qu'ils sortent, parce qu'ils entendaient juste les alarmes. Fait que oui, ils entendaient plus de coups de feu, mais ils savaient pas qu'est-ce qui se passait. Puis à un certain moment, ils vont comprendre que c'est les policiers, quand c'est les policiers qui vont ouvrir le garde-robe puis pointer les guns vers eux. Fait que c'est comme ça que les victimes qui étaient dans le garde-robe vont pouvoir enfin sortir. Il y avait aussi la presse qui commençait à arriver, genre tous les camions de partout, genre de toutes les radios, de toutes les chaînes de télé qui vont vouloir couvrir l'affaire. Honnêtement, ils gossaient. Genre, il avait l'air vraiment de gosser parce qu'ils essayaient d'interviewer du monde qui sortait ensanglantés avec leurs bras autour des policiers. Puis là, les médias y arrivaient puis ils mettaient le micro. Genre, la victime est traumatisée raide. Elle entend sûrement plus rien à cause de tout le bruit qui vient d'être dans ses oreilles pendant 77 minutes. Puis toi, tu y mets un micro d'en face, sérieusement, là, avec ta caméra, là. Moi, là, j'ai vu ça dans le documentaire, là, parce que tout est filmé. Puis ça n'a pas de bon sens, là. Ils laissent pas un break de 30 secondes à personne. C'est débile. Le seul journaliste qui va pouvoir avoir accès à l'intérieur du McDo, il s'appelle Doug Curley. Probablement parce que c'est un journaliste de plus d'expérience et tout. Un petit monsieur beaucoup trop cute que j'ai vu aussi dans un documentaire. Puis, c'est lui qui va pouvoir, en fait, filmer l'intérieur. Parce qu'on a accès à du footage de, comme, tout l'intérieur du McDo. Les blessés, les gens au sol, tout ça. Il dit que quand il a filmé, puis qu'il a dû réécouter pour monter son affaire, il dit que c'est la chose la plus troublante qu'il a eu à voir dans toute sa vie. Genre, s'il avait pu choisir, il aurait jamais voulu voir ça. On voit quasiment tout dans le documentaire. On voit les corps à l'extérieur qui sont recouverts de genre bâches jaunes. Ensuite, la caméra va à l'intérieur, puis elle passe très lentement entre chaque victime. Puis à chaque fois, le journaliste, avec l'aide de l'enquêteur, ils vont comme les identifier. Les scènes sont horribles. Il y a du sang partout. Donc, le journaliste, il va pas cacher de détails. On va voir des familles, des enfants, des jeunes employés, des gens qui se tiennent la main, qui sont recroquevillés en dessous des tables, se serrant une dernière fois dans leurs bras. Honnêtement, j'ai jamais vu de quoi de triste de même, genre je niaise pas. J'ai vu le documentaire, j'ai regardé les vidéos, puis c'est choquant. Puis c'est pas souvent non plus que t'as accès à autant de visuels sur un truc. Fait que, en tout cas, c'était terrible. À un moment donné, à la fin de son passage par-dessus toutes les victimes, il amène la caméra vers le tireur, couché au sol, qui a été tiré d'une balle sur le cou, qui est mort sur le cou, puis il est menotté. Donc, les policiers vont prendre le temps de le menotter après l'avoir tiré pour être sûr que ce soit bien clair que ce soit lui le meurtrier. Il est en plein centre de toutes les victimes, couché. Même qu'à côté de lui, là, il y a une petite fille en robe rose, une toute petite fille, qui avait son sac de McDo, sa commande, genre son Happy Meal probablement, dans sa main. Puis elle est couchée à côté du comptoir. Tu vois qu'elle a été chercher sa commande par elle-même, puis elle a été tirée. Juste à côté du meurtrier, là, on voit ça comme scène. Il y a 2 femmes par terre en sandwich, avec un bébé entre les deux, le petit Carlos qui est décédé. On voit des armes sur le comptoir, une autre arme par terre, des employés dans la cuisine en uniforme, couchés sur le sol, décédés. C'est vraiment atroce. Jerry Sanders, on se rappelle de lui? Ah ben oui. À sa défense, il va dire que c'était le pire scénario imaginable qui aurait pu arriver dans la ville de San Diego. Tout juste à côté des frontières du Mexique, pendant l'heure de pointe, dans un restaurant que tu peux pas voir à travers les fenêtres, donc t'arrives pas à voir il y a combien de tireurs, est-ce qu'il y en a juste un? Un tireur qui shoot 251 balles à travers les fenêtres et dans la direction des policiers tout le long. Donc, impossibilité de s'approcher.
on voulait pas perdre nos soldats au combat, genre 1-1, tu sais, parce qu'il y avait comme aucune chance avec l'arme qu'ils possédaient. Il y avait un manque de cachette. Le soleil, il se couchait, il était directement dans les yeux des snipers. Il y avait de la misère encore plus à voir à travers les fenêtres. Il va dire, il savait pas, tu sais, si c'était comme une prise d'otage ou quoi que ce soit. Donc, bref, il met un peu la faute sur toutes les circonstances entourant cette journée-là, ce moment-là précis de la journée, et aussi l'époque. Donc, le fait que son Padgett fonctionnait pas, tu sais, il va se faire interroger là, par du monde là, qui sont frus après lui, tu sais, puis le fait que son Padgett fonctionnait pas, il dit qu'il en avait aucune idée. Il dit qu'il était, oui, à une réception, mais qu'il avait pas bu, puis qu'aucun de ses gars de SWAT avait pas bu. Mais après ça, est-ce que c'est vrai? On n'a pas pu le prouver, tu sais, on n'a pas passé de test de whatever. Ensuite, ben, il va dire j'étais attentif, c'est juste que comme mon Padgett, il a arrêté de fonctionner, genre, je pouvais pas savoir, mais j'étais prêt à travailler et tout. Lui, il dit ça, mais de l'autre côté, ben, les journalistes, ils disent écoute, moi, je suis arrivée quasiment en premier. Il y en a beaucoup, là, qui disent qu'ils sont arrivés quasiment en premier, genre, en même temps que les premiers policiers. Puis il dit j'ai vu des gens se faire tuer devant moi. J'ai vu un seul gars, que je pouvais identifier depuis le début, là. Les journalistes vont dire, dès que je l'ai vu à travers la fenêtre, j'ai pu l'identifier. Pourquoi ça a pris 48 minutes avant qu'on ait la première description du tueur? Les journalistes sont très comme, on voyait les corps, on était capable de voir à travers les fenêtres. Ils vont dire genre, ok, oui, c'était tamisé, mais on voyait clairement qu'il y avait plein de coups à l'intérieur, qui se donnaient plein de coups de feu. Donc là, à ce moment-là, c'est comme, qui dit vrai? Genre, au final, le meurtrier, ben, c'est James Oliver Uberti. Après, les policiers ont fait vraiment beaucoup d'erreurs. Ils veulent pas l'admettre. Puis les journalistes, ben, ils sont fâchés contre ça parce qu'ils disent que, tu sais, ils sont pas... Leur travail, eux autres, c'est pas d'être policiers, mais ils disent, est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose tout le long, genre? Ben oui. C'est vrai, faut pas oublier que le vrai coupable, là, c'est le tireur, là, mais... Ouais. C'est vraiment incompétent, je trouve, comment ils ont géré la situation. Un des policiers, Larry Gore, il va dire que la majorité des meurtres y auraient été commis dans les 10 premières minutes, selon ses calculs. Puis il va dire que, comme tout ça s'est passé au début, il y avait probablement rien qu'on aurait pu faire d'autre. Ça va être également confirmé par un coroner qu'il y a au moins 13 personnes tuées qui ont effectivement été tuées sur le coup. Mais ça, c'est sans, genre, tu sais, comme pendant les 77 minutes, ben, il y a des gens qui auraient pu survivre. Tu sais, ils étaient en train de mourir au bout de leur sang. S'il y avait eu quelque chose, il y aurait pu avoir beaucoup de gens qui auraient été... Beaucoup de morts qui auraient pu être évitées. Ben oui, il y a du monde qui ont survécu à 7 balles. Je veux dire, clairement, il y a des gens qui auraient pu survivre, qui avaient eu une balle, mettons, là, tu sais. Puis Albert aussi s'est fait shotter. Il est pas décédé, mais il aurait pu, là, si, mettons, Albert s'était fait tirer 5 balles au début, peut-être qu'il aurait pas survécu aux 77 minutes. Donc, elle dit, c'est complètement faux. Je voyais plein de gens au sol qui faisaient justement assemblant d'être morts, qui clairement, qui auraient pu peut-être mourir au bout de leur sang, ou elle dit, des gens qui sont décédés, là, peut-être qu'ils allaient pas mourir, mais que vu qu'ils ont pas eu l'aide dont ils avaient besoin dans les minutes qui ont suivi, ben, ils sont décédés après autant de temps, tu sais. Vraiment frustrant. Ça me fait penser... un cas que je veux couvrir un jour, c'est la fusillade d'un club gay à Orlando, là. Oui, je me rappelle des nouvelles. C'est fou comment, 20 ans plus tard, les mêmes problèmes sont arrivés. Ouais. C'est les mêmes choses. Ça a pris énormément de temps à sauver les victimes. 24 par année encore aujourd'hui. Fait que c'est juste de pire en pire. Puis tu sais, j'ose croire qu'ils ont pris des mesures pour changer les méthodes de réaction de la SWAT suite à cet accident-là, cet incident-là. Mais à la tuerie d'Orlando, là, c'était la même chose. C'était pareil. Ouais, c'est ça. Ça a pris des longues et des longues minutes, là. Si c'est pas plusieurs heures, il me semble. Je pense que personne n'est prêt à ce genre de massacre-là. Non. Même s'il y en a 24 par année. Ouais, même si ça arrive souvent, comme c'est imprévisible, ça arrive dans des lieux imprévisibles, puis quand ça arrive, les gens, c'est tough. Une des choses, justement, qu'ils vont avoir appris, c'est que dans le cas d'une fusillade de masse, ben, il faut agir le plus rapidement possible, justement. C'est une des choses qu'ils vont dire avoir appris. Ouais.
No Les shit. policiers, ils sont censés savoir que c'est un risque dans leur métier de mourir et de sauver la vie des gens. Donc, si ils étaient tous rentrés en même temps, mettons, avec des protections, là, je sais pas comment ça fonctionne, mais des boucliers ou des seaux, des vestes par balles, des affaires de même, puis qu'ils étaient tous rentrés en même temps, ils étaient 165. Puis le gars, il était tout seul. Voir qu'il y a rien qui a pu l'arrêter, tu sais, mettons dans les recharges là, de ces guns ou des affaires de même. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé chez les SWAT. Ça, c'est ce que Jerry Sanders y confirme. C'est que, première des choses, ben partout, on essaie de donner des meilleurs trainings dans les écoles qui les forment. Donc, des meilleures formations. Des équipes SWAT only aussi, parce qu'il va dire qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient comme tireurs d'élite, mais ils étaient également policiers. Fait que c'était pas comme la même équipe qui s'entraîne ensemble et que c'est juste ça qu'ils font, tu sais, qu'ils vont pas faire d'autres cas. Donc, des équipes SWAT only, des gens qui font ça à temps plein, des gens aussi qui ont leur propre véhicule, parce qu'avant, c'était peut-être pas comme ça, là, comme je crois comprendre, qui devaient embarquer dans les chars de policiers ou dans des vannes, mais là, ils ont vraiment leur char de SWAT à eux. Ils ont aussi leurs propres hélicoptères, donc ils n'ont pas besoin de transmettre le message à quelqu'un, ils font appel à leur hélicoptère directement, tu sais, ils ont un répartiteur du SWAT. Ils ont aussi leur propre radio et leur propre fréquence pour se passer les bons messages, et aussi ils peuvent mieux communiquer avec tout le monde de cette façon-là. Puis d'ailleurs, le terme feu vert, feu rouge là, va changer. Genre, c'est plus comme ça aujourd'hui, ça a l'air. Après cet incident-là, ça l'a changé. Sauf que malheureusement, ben avec les nombreuses armes qu'il y a partout dans le monde, des plus puissantes parfois que celles des policiers, même que celles des snipers. Et aussi, ben avec le nombre incalculable de problèmes de santé mentale qu'on peut voir apparaître partout, ben il va tout le temps y en avoir des tragédies comme ça, j'ai l'impression. Il va toujours y avoir des fusillades de masse. Comme on vient de le dire, ça a fait juste augmenter. On n'est jamais à l'abri de ça. Donc j'ai l'impression que même si on prend toutes les mesures, comme on vient de le dire, malheureusement, on peut pas tout prévenir. Là, j'ai un petit fun fact, pas fun pantoute. Ton classique, ton segment. Mon segment, mais j'ai pas terminé. Là, après, il me reste juste quelques petits trucs que je veux vous dire, mais parenthèse niveau police, là, après ça, j'arrête de parler d'eux autres. Jerry Sanders va quand même avoir été nommé chef de police après cet événement, puis il va avoir été le maire de San Diego 2 fois. Par la suite, pendant 2 périodes. Donc, on l'aime, ce gars-là, même s'il a peut-être pas pris des bonnes décisions. On dirait que c'est pour porter un message de genre, on veut toujours défendre les nôtres. Oh, regarde, j'étais pas surprise quand j'ai lu cette information-là. J'étais comme, ben oui, félicitations, recouvrez-le de médaille, tant qu'à ça. Là, je te ramène à l'histoire un peu. Le lendemain du massacre, Edna, la femme du tireur, va contacter les médias. C'est un certain Carlos Amezcua, un journaliste télévisuel, qui va recevoir le fameux appel. Ce qu'elle dit, là, je vous le traduis direct. « Salut, je suis la femme du tireur. J'ai besoin de vous raconter ma version de l'histoire. » Ils vont donc se rencontrer en vrai, le journaliste Carlos et elle, pour raconter, en fait, pour qu'elle lui raconte tout ce qui s'est passé avant le massacre. Donc, c'est comme ça qu'on a autant d'informations sur les jours, les semaines à venir, le mardi 17 juillet, le mercredi 18 juillet et tout, comme je vous ai raconté en début d'épisode. Elle va raconter aussi, elle va se confier sur le fait que dans leur ancienne maison quand il y avait des maisons en Ohio, là, pas leur petit appartement, ben, elle se rappelle que son mari, il se pratiquait souvent à tirer dans son sous-sol. Genre, il faisait des gunshots dans son sous-sol, ouais. Elle dit qu'il a toujours été un maniaque d'armes à feu, qu'il a toujours fait ça. Depuis son enfance, il apprend à tirer, puis il fait ça pour le fun. Aussi, à travers leur discussion, on va être capable d'avoir des nouvelles informations sur qui était ce personnage, puis on va apprendre que James Huberty, depuis qui avait comme déménagé au Mexique, là, dans la ville de Tijuana, puis qu'ensuite il est allé à San Isidro, où il y a beaucoup de Mexicains, ben, Edna va confier que James, il détestait vraiment, vraiment les immigrants à la base, surtout les Mexicains. Elle va dire qu'il était en train d'accumuler une rage envers, genre, les Mexicains, puis comment qu'ils parlent espagnol, puis que blablabla, puis elle va confier ça. Donc, peut-être que ça va avoir un lien parce que, ben, il a tué quasiment que des Mexicains, là. Une bonne partie, en tout cas, il l'était. Quelques années après le massacre, pour terminer, là, avec Edna, elle va tenter de faire une poursuite
contre le fameux McDonald's en question, là, pour 7,8 millions de dollars. C'est ce qu'elle demande. Oui. Mais, écoute, ça va mourir dans l'œuf, là. Mais elle va essayer de prouver, en fait, que la mauvaise qualité de la nourriture du restaurant, où ils ont commencé à aller là, dans les dernières semaines, dans le fond, certains produits chimiques précis qui étaient comme dans les aliments de ce McDo-là, mélangés avec les traces de métaux que son mari avait, James Huberty, dans son corps à cause de toutes ces années en soudure, ensemble, ça l'avait comme réagi, puis c'est depuis cette fameuse réaction-là qu'il serait devenu complètement disjoncté, puis qu'il aurait peu de temps après fait le massacre. Elle va essayer de faire ça, elle. C'est une fucking joke, là? Elle a perdu. En fait, ça s'est jamais rendu plus loin. Malheureusement, pour elle, les seules nouvelles qu'on a d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est décédée. Elle est morte, en fait, d'un cancer du sein en 2003. Puis j'ai pas de nouvelles de ses filles. En fait, j'ai même pas fait de recherche. Je veux pas en parler davantage. Ses filles étaient toutes jeunes au moment où c'est arrivé. C'est des victimes aussi dans la situation. Puis je vais pas m'avancer sur eux encore. Il y a un documentaire, ce fameux documentaire que je vous parle depuis le début de mon épisode, qui a été fait sur le massacre du McDonald's de San Isidro en 2016. Le documentaire, il s'appelle 77 minutes. Il est disponible sur Prime et sur Apple TV en version payante, mais j'ai pu le trouver sur la plateforme Tubi, qui est une plateforme où tu peux écouter des trucs gratuitement. Ça m'a quand même étonné qu'il soit sur une plateforme gratuite parce que les images, genre, sont tellement rough que je peux pas croire que c'est autant accessible facilement. Genre, un enfant pourrait tomber là-dessus, mettons. Mais bon. Le film, il m'a complètement jeté à terre. Je l'ai écouté au complet. Il y a énormément d'images choquantes, comme je vous l'ai dit. Tu sais, ça montre les enfants par terre, les bébés, le sang et tout. Donc, à vos risques et périls. On voit des gens qui pleurent pour leurs proches, des gens qui pleurent pour leurs blessures. Si jamais vous avez le cœur trop sensible, n'écoutez pas ça, mais sinon, genre, je vous conseille grandement d'aller l'écouter. Genre, vraiment, vraiment beaucoup, là. Comme vous vous demandez quoi écouter prochainement, écoutez ce documentaire-là, parce qu'il y a encore plus de détails sur toute l'histoire. Ce que j'ai trouvé bien, justement, de ce documentaire-là, c'est que, comme je l'avais dit, le réalisateur, il a jamais mentionné le tueur. Jamais, jamais, jamais. Il dit pas son nom, il montre pas de photos, puis il parle même pas de son passé, de son histoire, tout ça, on s'en fout. Genre, tout ce qu'il fait, c'est parler, en fait, comme je l'ai dit, il veut pas y donner du fame. Tout ce qu'il fait, c'est parler comme des victimes, des témoignages des survivants, des témoignages des proches des victimes, et d'aller comme vraiment creuser et enquêter la police. Fait que bref, je vous le recommande, genre vraiment beaucoup, beaucoup, là. Il y a tellement d'affaires que j'ai pas pu dire malheureusement, mais que c'est tellement intéressant. Puis, une affaire qui m'a choquée pendant le documentaire, c'est qu'à la 77e minute du documentaire, parce qu'il est plus long que ça, il est comme 1h40 quelque, à la 77e minute, l'écran devient noir, ça coupe sec, puis ça dit « Le temps que vous venez de passer à écouter ce documentaire-là jusqu'à maintenant, c'est le temps que le tueur a eu pour tirer sur tout ce qu'il voulait. » Genre, ça m'a pris de court, là, ça m'a tellement choquée, j'ai lu ça dans l'écran, je suis devenue blême. Genre, sérieux, c'est long, là, 77 minutes, là, puis ça te fait vraiment réaliser, là, c'est poignant, là, c'est long, là. En tout cas. Puis, bref, tous les intervenants qui vont avoir participé de près ou de loin avec le documentaire, fait que tout le monde qui vont avoir été filmé et tout, vont se faire poser la même question à la fin du documentaire, puis j'ai trouvé ça bien. Le réalisateur, Charlie Min, il va dire « Si vous aviez toutes les victimes devant vous dans la même pièce en ce moment, qu'est-ce que vous leur diriez? » Tous les survivants, un par un, ont répondu « Sorry, désolé de ne pas avoir pu te sauver. » Tout le monde a répondu ça, qui auraient préféré sauver tout le monde, puis qui sont désolés. Et toutes les autorités, les policiers, les chefs, tout le monde qu'on a vu en entrevue, ont répondu « I don't know, nothing, I guess. » Ah! Toutes les gens qui ont peut-être des remords, eux, ils ont pas dit « sorry », là, j'aurais aimé ça pouvoir... Non, toutes les gens ont écrit « nothing ». Ça m'a fait paniquer.
Puis Charlie Min, là, il a écrit un gros texte de sa part à la fin du documentaire, genre lettre blanche sur fond noir, pour expliquer comme pourquoi il a fait ce documentaire-là, toutes ses intentions derrière. Puis je trouve ça vraiment bien, genre ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de voir ça, là. Fait que je vous le conseille, bref. C'est ce que je voulais vous dire. Puis on apprend aussi à la fin qu'en 1988, donc 4 ans plus tard, au début, le McDo, il allait se faire reconstruire, puis il allait en refaire un, of course. Et finalement, pour soutenir les victimes, ils ont pris la décision de le démolir et de ne pas reconstruire de restaurant à cet endroit-là. Ils ont construit comme à la place une partie d'un collège du coin, puis un des étudiants du collège va construire un énorme monument devant le bâtiment pour se remémorer les victimes. C'est comme plein de cubes avec tous les noms, les visages des victimes, puis à chaque année, il y a encore des gens qui vont porter des bouquets de fleurs là-bas, puis c'est comme un lieu de remémoration, de souvenirs. Wow! Fait que j'ai pas mal fini, mais je veux juste comme nommer le nom de chacune des victimes. J'en ai déjà nommé plus haut dans l'épisode, puis plus tôt dans l'épisode, puis avec quelques descriptions, mais je vais quand même nommer le nom des personnes qui sont décédées. Je vais les dire en ordre alphabétique, là, c'est pas dans l'ordre qui sont décédées. Elsa Erlinda Borboa Firo, 19 ans, employée du McDonald's. Neva Denise Kane, 22 ans, gérante du McDonald's. Michelle Diane Carncross, 18 ans. Maria Elena Colmenero Silvia, 19 ans. David Flores Delgado, 11 ans, le petit gars par terre en vélo. Gloria Lopez Gonzalez, 23 ans. Omar Alonso Hernandez, 11 ans, l'autre petit garçon à vélo. Blythe Regan Herrera, 31 ans, la mère de Mateo. Mateo Herrera, 11 ans. Paulina Aquino Lopez, 21 ans, employée du McDonald's. Margarita Pardilla, entre parenthèses Maggie, 18 ans, employée du McDonald's. Claudia Perez, 9 ans. José Ruben Lozano Perez, 19 ans. Carlos Reyes, 8 mois. Jackie Lynn Wright Rice, je m'excuse de la prononciation, 18 ans, mère de Carlos. Victor Maximilien Riviera, 25 ans. Arisdelci Vuelva Vargas, 31 ans. Hugo Luis Velasquez Vasquez, 45 ans. Laurence Herman Gus Verluis, 62 ans. Eda Velasquez Victoria, 69 ans. Et Miguel Victoria, 74 ans, époux de Eda Victoria. Donc voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui. C'était un peu long, mais... Ouais. Il y en avait beaucoup des choses à dire. J'aurais pu en parler encore pendant des heures et des heures et des heures. Je suis choquée. Bravo, c'était incroyablement bien raconté. J'étais hook, malgré l'atrocité de ce que tu disais. Ouais, je me suis surprise moi-même à me laisser emporter, là, des fois, là. Genre, quand je parlais de Albert pis de Wendy, là, j'étais comme... C'était vraiment genre un film d'action, là, dans ma tête, là. Mais... C'est fou! Ouais. Puis qu'ils doivent vivre avec ça pour le restant de leur vie aussi, là. Puis mon but, tu sais, c'était pas de cracher sur la tête des policiers, mais clairement, pour que ça allait durer aussi longtemps, il y a clairement un problème, là. Ça devrait jamais arriver, jamais. Tu sais, je me sens vraiment pas en sécurité de savoir ça, là. Genre... Puis ce qui est fâchant puis qui donne envie de, entre guillemets, cracher, c'est qu'il n'y a pas d'excuses ou de... c'est ça. Ça leur enlève rien. Ils vont pas démanteler leur poste de police s'ils admettent « on a mal géré ça, vraiment désolé », tu sais. Ça ferait d'eux des gens tellement plus humains. Ben oui, puis on serait moins fâchés s'il y avait eu des vraies excuses. Puis dans les raisons du pourquoi, du comment, d'expliquer, de si, mais genre, faites juste arrêter... Puis excusez-vous, genre, faites quelque chose. Ouais! En tout cas. Donc, voilà. Ben, merci, Cri. Ben, plaisir. Je m'étais écrit un autre fun fact, pas fun pantoute, là, parce que les dernières fois, je finissais tout le temps avec ça. Je pense que je vais vous la dire.
c'est vraiment pas mon but d'être irrespectueuse ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a tout le temps des gens dans le monde là, qui disent des choses déplacées et qui rient de ce genre d'événements-là et qui sont pas de bonne foi. Eh bien, dans beaucoup de recherches, j'ai vu que l'événement en question, il y a beaucoup de monde qui lui ont donné un petit surnom et qui l'appellent le Mech Murder. Je veux juste le mentionner, c'est terrible. Ça m'a dégoûtée, il y a rien de drôle là-dedans. On dirait que c'était comme full irrespectueux. En tout cas, je voulais juste vous le dire, là. Ça se peut que vous le trouvez sur Internet. Déjà que je trouve ça un peu stupide de donner des surnoms aux tueurs en série, mettons, là. On va pas commencer à donner des surnoms aux tueries, genre? Non, Voyons. c'est ça, là. Ben, ça fait juste leur donner ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça. Comme disait Charlie Min, là, genre, donnons-leur pas ce style de fame-là. Genre, Exact. ils le méritent pas. Je suis d'accord. Genre, je comprends qu'il ait pas nommé le tueur et tout, parce que, tu sais, pour un documentaire qui va passer à la télé, qui va être écouté, ça donne de la notoriété au tueur, tu sais, fait qu'il a bien fait. Mais bon, j'ose espérer que nous, on donne pas de notoriété avec notre petit podcast. Pas, là. En tout cas, écoute, si on perce et qu'on devient international et qu'on lui a donné du fame, je m'en excuse, ce n'était pas mon but. Je t'haïs. C'est mon message. Bref, voilà. Ben merci Crip et merci à vous de nous avoir écoutés encore et toujours. Merci tellement. Oubliez pas, on est sur les réseaux sociaux. Instagram, on met beaucoup de photos, des sujets qu'on parle. On a aussi une page Facebook. On a un compte Gmail si vous voulez nous écrire par courriel. Puis n'oubliez pas de nous laisser une review 5 étoiles sur la plateforme que vous nous écoutez. Spotify, Apple Balado, Amazon Music, peu importe. Puis, ben sinon, la semaine prochaine, c'est mon épisode Patreon. Fait que si vous n'êtes pas abonné à notre Patreon, c'est une petite semaine de congé. Mais sinon, on se rejoint sur Patreon. Je vais vous raconter un crime Disney. Ben, Disney. Je l'ai dit comme... je l'ai mal dit, j'ai dit comme Disney. Oui. Non, Disney. Disney. J'ai tellement hâte de savoir ce que tu vas nous raconter, là. Genre, je suis excitée. Je suis excitée raide. Genre, ben, en tout cas... Nous, on l'enregistre là. Fait que tu vas pas avoir à attendre trop longtemps. Yes! Fait que si jamais vous voulez l'écouter, ben écoute, joignez-vous à notre Patreon. Puis sinon, ben, on vous aime. Bonne semaine de pause de crème glacée. Bonne semaine à vous tous. Puis on vous aime fort, fort, fort. Bye!